Je t'aime parce que tu me considères. Parce que tu me respectes, parce que tu m'écoutes. On associe rarement ce qu'on veut faire à ce qu'on aime. T'es tout le temps sur ton téléphone, tu fais rien, t'es sur le canapé. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça me fait en fait ? Et je le dis en coaching, faites partie des gens qui diront « je l'ai fait ». Chacun est qui il est. Et on n'aime pas les gens par rapport à ce qu'ils nous apportent ou par rapport à ce qu'ils peuvent être pour nous. Ils ont une capacité d'adaptation, les enfants, qui est fantastique. Qui est incroyable. C'est pas une démocratie, le foyer, c'est une hiérarchie. C'est moi qui décide. Quand je te dis d'aller te brosser les dents, tu vas te brosser les dents. Toi, tu t'inquiètes pour elle. C'est pas en lui disant qu'elle a une gueule de merde que tu vas l'aider. Au contraire, tout va bien ? Tu veux qu'on aille manger tous les deux ? Je peux faire quelque chose pour toi ? J'attire les mêmes profils. Je suis dans un schéma. Je suis désolée de t'annoncer que c'est pas l'autre. C'est toi. Eh ouais. Se dissocier émotionnellement des gens, ça change ta vie. T'arrêtes de tout prendre personnellement. C'est chaque sujet, il doit avoir un pourquoi. Et je vais me torturer le cerveau comme pas possible. Elle ne va pas bien frapper à ta porte. Non, mais je sais, mais c'est à la... Aujourd'hui, je suis content de recevoir une femme de talent. Je l'ai rencontrée, en tout cas, je l'ai découverte sur Internet. Je suis tombé sur une de tes vidéos, j'ai trouvé tes réflexions super intéressantes. C'est gentil. Je t'ai trouvé d'une douceur impressionnante aussi sur Internet. C'est pas souvent qu'on trouve ce genre, qu'on le sent directement quand on voit la vidéo d'une personne. Tu es aussi auteur de livres. 365 pensées que je suis en train de lire là actuellement. C'est vrai? Je te promets. Aussi des mots sur nos mots, si je dis pas de bêtises. Qui sort là. Courant janvier. Qui va sortir. Et tu es aussi coach en développement personnel. Yes. Tu as aussi un swag de malade aujourd'hui. Il a fait cette voix. Faites du bruit pour Jade. Je suis content vraiment de te recevoir merci beaucoup. Et d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Donc on va parler de cuisine, c'est ça. Exactement. Voilà. Je voulais être sûre, j'étais pas sûre que j'avais de cuisine et de politique. Ah, bah j'adore la DA. Allez. Non, on va parler de tout. On va parler de la vie. On va parler de toi aussi un peu. On va parler de moi aussi. C'est une discussion. Tu es libre de me poser des questions comme je vais t'en poser. Déjà, est-ce que tu vas bien, Jade ? Bah, écoute, ça va. L'hiver n'étant pas ma saison préférée. On est d'accord. C'était très dur. Moi, je me suis tapé 1 mois de grippe. Mais tu sais quoi ? J'en ai enchaîné 2, moi. Mais moi aussi. Putain. On va faire la course, non, moi plus. Non, mais vas-y, raconte. J'en ai une. Elle passe. Je suis saucée. Je me dis, allez, c'est bon, je suis sortie du truc. Je fais un week-end. La même. Elle revient. La même. 42 fièvre, tout. Mais après, tout le monde est tombé malade là dernièrement. Donc, je t'avoue que là, ce dernier 1 mois et demi, 2 mois était très compliqué. On est pareil, moi. Je suis pas mal malade. J'ai eu une espèce de grippe, je sais pas ce que c'était, qui a duré longtemps. Ouais. J'ai enfin réussi à m'en sortir. Et quelques temps après, regrippe. Oui. Moins longtemps, genre 3-4 jours, mais bien fort, c'est bien carabiné là. Et c'est ouf. Ouais, non, c'est ouf. Mais ça va mieux aujourd'hui. Si ça va mieux, tout va bien là. Tu es coach personnel. Est-ce que tu te coaches toi-même ? Des fois, je me pose la question. Non, chaque fois que je vois un coach personnel, est-ce que tu te coaches ? Est-ce que tu t'auto-coaches ? Tu peux on s'auto-critique. Ouais. Mais t'auto-coacher, c'est pas possible. En fait, tu pars du principe que tu peux pas sortir de ta personne. Ok ? Donc, si tu t'imagines que t'es une boîte, t'es dans une boîte. Moi, j'aime bien dire la boîte de Barbie, tu vois. Tu vois, Barbie, quand elle est dans son carton, elle peut pas sortir de son carton toute seule. Faut que quelqu'un la sorte. Donc, tu peux faire ton autocritique. Plus tu vas te charger d'humilité, tu vas mettre un petit peu ton orgueil de côté, plus tu vas avoir la facilité de te rendre compte un peu de ta responsabilité dans ce qui t'arrive. Mais t'auto-coacher, non, tu peux pas. Ouais. Parce que ta perception, tu peux pas sortir de la perception que tu as de toi-même et du monde. D'accord. Donc, tu as besoin des autres pour ça. Est-ce que toi, un peu comme un psychologue, tu fais appel à des coachs toi-même pour dans ta vie, ou non, toi, t'as plus une réflexion personnelle? Non, moi, j'ai besoin de personne. Non, c'est un peu ça. Ou toi, tu penses que t'as besoin de personne. Non, oui, bien évidemment. Ça m'est déjà arrivé, mais au-delà de ça, moi, je le dis tout le temps, je suis trop bien entourée. Ouais. Vraiment. Genre vraiment. Très, très, très bien entourée. Ta famille? Ouais, tu fais référence à ton père souvent. Ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mon père. Ça me fait plein. Mais non, on n'est pas là-dedans, mais non, mais... moi? Mais je trouve que tu... je savais pas, je pensais pas. Mais je trouve que tu... j'ai regardé une vidéo, t'as fait référence à ton père, un conseil qu'il te donnait. Je sais que là, on s'est rencontrés, c'est la première fois qu'on se voit, c'est vrai. Les gens ne savent pas. Et tu es aussi chaleureuse en vrai que dans les vidéos. Et tu as encore fait référence à ton père. Je me suis dit, ça doit être une personne qui t'influence beaucoup, en fait. Ouais, c'est quelqu'un que j'admire énormément.
dans ses valeurs et ses principes. Mon père, vraiment. Ma mère, j'admire son cœur. Elle a un cœur, une extrême sensibilité. Donc elle a vraiment un bon cœur, tu vois. D'accord. Et mon père, c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais. C'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, Ouais, tu vois. Okay. Donc j'aime beaucoup ce que mes parents dégagent. Et après, je suis extrêmement bien entourée aussi. Mes frères et sœurs, je suis très bien entourée. Et j'ai besoin d'eux pour garder ma place, tu vois. D'accord. T'as besoin de personnes qui te rappellent que t'es personne. C'est très bien ça. Que t'es ma fille ou t'es, tu vois, t'es mon frère. Mais c'est bien, parce que quand t'es sur les réseaux sociaux, c'est important de garder, je trouve, les pieds sur terre. Et donc, quand t'as des gens qui te le rappellent, c'est bien. Et je te prends juste 30 secondes pour te dire merci déjà de regarder cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Ça ne coûte rien. Et moi, de mon côté, ça me permet d'être mieux référencé. Tu connais le refrain. Active aussi la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je te dérange pas plus et je te souhaite un bon visionnage. Mais du coup, toi, c'est quoi ton parcours? Parce que comment est-ce que tu passes de coach en développement personnel à auteur, est-ce que tu avais un souhait quand tu as commencé ou tout s'est Eh ben, tu sais s'est quoi? enquillé Une de mes meilleures amies dernièrement, j'avais totalement oublié, hein. Elle me dit, tu te rappelles quand on était jeunes? Genre, on avait 16-17 ans. Hein. Ouais. Elle me dit, quand tu venais chez moi avec mes autres amis, elle m'a dit, tu nous faisais des sessions de thérapie. Mais non! Mais je te jure, et en fait, j'ai totalement oublié ce souvenir. Ouais. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, elle me dit, ouais, parce que je suis retombée sur tes carnets, en fait. Donc, je me posais avec mes lunettes, je les allongeais, et je prenais un carnet, tu vois, je leur faisais leur thérapie. C'est génial. Et je me dis, mais c'est ouf à quel point on est vraiment... il y a des signes pour ceux qui veulent les voir, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que tu es quand même prédestiné à quelque chose dans ta vie. On n'a pas forcément conscience au moment, mais en fait, moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé ça. Mais j'en parlais dans une vidéo quand j'avais fait avec quelqu'un, c'est ce rapport de se dire, on associe rarement ce qu'on veut faire à ce qu'on aime. À ce qu'on aime, ouais. Tu vois, généralement, tu te dis pas, je peux en faire un métier. Toi, par exemple. Ouais. Tu peux pas te dire, non, mais mon métier, je vais faire rire les gens. Non. Dans le cerveau, la société n'a pas été créée pour ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est compliqué, hein. Une réflexion que j'ai souvent sur le rôle un rôle qu'on néglige beaucoup à l'éducation nationale, c'est le rôle de la conseillère d'orientation. C'est fou comment, pour moi, c'est l'une des personnes les plus importantes à l'éducation nationale et j'ai l'impression que son travail n'est pas assez mis en valeur. Aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, les conseillers d'orientation sont des psychologues. J'ai vu maintenant dans les écoles, ça a changé. Alors moi, ça me perturbe un peu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le métier de psychologie et le métier d'orientation professionnelle, c'est deux choses totalement différentes. Alors ça l'est vraiment? Tu vas peut-être m'éclairer là-dessus. J'imagine que tu as un avis, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment deux perspectives différentes, en fait, ou deux compétences totalement différentes. La psychologue, en soi, elle réalise des tests de personnalité ou autre. On va pas mettre une personne qui a un terrain d'hypersensibilité et un terrain anxiogène dans des études de médecine. On va éviter de le faire. D'accord. Ok, c'est ça l'approche. En fonction de qui tu es, alors je vais pas dire que... Je veux pas qu'on ait des croyances limitantes, mais je pense que c'est hyper important de savoir qui on est. Et il y a à peu près 6 grands types de personnalités, tu vois. Et il y a ce truc de se dire, je sais à peu près... Tu prends un enfant qui est hypersensible, qui a une hypersensibilité. Il y a certaines choses qui vont être plus compliquées pour lui à gérer qu'un autre enfant qui n'a pas d'hypersensibilité. Est-ce que ça veut dire que certaines choses qu'il ne peut pas faire? Non, mais il y aura des choses qui seront plus faciles pour lui et plus compliquées pour lui. Donc, je pense au contraire que moi, une psychologue qui réalise ces tests de personnalité-là, qui peut mettre en avant certaines, tu vois, prédispositions chez les enfants, ça peut être bénéfique au contraire. Parce que la conseillère, elle conseille, mais elle conseille un peu de manière généralisée. Elle va te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je me rappelle à notre époque, c'est « Oh, j'ai rendez-vous avec la conseillère, mais on y allait un peu, tu vois. Je sais pas pour toi, mais on y allait un peu. » Je vais pas en cours, quoi. Voilà. Je vais, oh non, je peux pas venir avec vous, les gars, je dois voir la conseillère. Oh non, flemme, tu vois. Mais c'est vrai, on se disait ça, on n'y allait pas en mode, ouais, elle va changer ma vie. C'est un fait. Après, on était... et là aussi, je trouve que ce rôle n'est pas assez mis en valeur, c'est que... C'est vrai, hein. C'est que
la conseillère d'orientation, on la voit peut-être une fois dans l'année, en 6e ou enfin en 6e, en 3e peut-être. Et après, au lycée, on devient quelqu'un d'autre. Il y a un À changement. l'université, on devient encore quelqu'un d'autre. Enfin, voir la conseillère d'orientation en 3e, pour moi, ça n'a pas de sens puisque tu vas. Enfin, Sauf s'il y a un suivi. Ça peut avoir du sens, exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est plus ou moins ce que j'ai dit juste avant. Si t'as un suivi juste derrière, mais ça. Si c'est un one shot, ouais. Enfin, est-ce qu'au collège, bon, toi, tu faisais déjà des carnets et des consultations à cette époque-ci. Non, je savais pas ce que je voulais faire. Mais je savais pas exactement ce que je voulais faire, moi, à cette époque de ma vie. Et c'est, moi non plus. Et c'est particulier, en plus, de faire un choix quand toi-même, t'as même pas fini de te construire, en fait. C'est très cette idée, en fait, je trouve qu'on met une pression monstre sur les jeunes faut que tu saches ce que tu dois faire. Je me rappelle, et encore, tu sais, quand tu devais faire tes vœux. Ouais. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de où je vais aller, les gars? Je sais pas, ça, allez, go. Et en fait, je trouve qu'on devrait, après, on est là, on peut refaire le monde 10 fois, mais amener une approche différente de, plutôt, qu'est-ce que tu aimes? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes parler? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes faire du sport? Est-ce que tu aimes composer? Qu'est-ce que tu aimes faire déjà? Tu vois? C'est quoi ton domaine de prédilection? Dans quoi tu te sens bien? Dans quoi tu te sens moins bien? Ouais. Qu'est-ce que tu devrais faire pendant 7 heures par jour? Tu vois, déjà, en fonction de qui tu es. Tu prends un enfant qui est hyperactif, le mets pas dans un bureau de 9h à 18h, il va te faire une dépression. De fou. C'est pas pour lui. Donc, il y a déjà ce truc. Et après, je pense que en dehors de la conseillère d'orientation, c'est aussi le rôle des parents. D'arriver à driver leur enfant et arriver à leur dire, OK, bah, tu vois, le regard et ça, t'es plutôt comme ça. Pourquoi tu veux pas essayer plutôt comme ça? Tu veux pas t'ouvrir cette porte-là, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de diaboliser l'échec et tu peux carrément faire certaines études, te rendre compte que t'aimes pas, passer à autre chose, refaire autre chose. Le temps, on n'en manque pas. Hein. Ouais. C'est faux, hein, cette idée reçue qu'on manque de temps. On a exactement le bon temps imparti pour passer notre vie. Hein. C'est très marrant que tu parles du temps parce que ça faisait partie des sujets que je voulais aborder avec toi. Okay. C'est plus j'avance dans le temps, plus je grandis et plus j'ai l'impression que le temps s'accélère. Je sais pas si tu as cette impression. T'en es conscient. Ok. Ce que tu n'as pas quand tu es enfant. Quand on est enfant, notre monde est tout petit. Ouais. Vraiment, ton monde. T'imagines, tu prends un enfant de 5 ans, 6 ans, à quel point son monde est tout petit. Ouais. On a souvent des enfants, tu sais, on voit qui vont faire un caprice entre guillemets monstre parce que ils voulaient la tasse bleue et pas la tasse rouge. Et on a généralement beaucoup de parents qui s'énervent. Alors je mets un petit mot pour les parents. Rendez-vous compte de quelque chose, c'est que le monde de votre enfant est minuscule. Donc dans son tout petit monde à lui où il contrôle pas beaucoup de choses, la tasse bleue, elle a un rôle, elle est importante. Ceux qui dans notre monde avec plein de responsabilités qu'on a, la charge mentale de dingue qu'on a, que tu bois dans une tasse bleue ou une tasse rouge, on s'en fiche en fait, c'est qu'une tasse. Tu vois, ce truc de dire non mais c'est qu'une tasse. Ouais, mais pour moi c'est qu'une tasse. Pour mon enfant, la tasse c'est un truc de dingue. Donc déjà, la notion du temps chez l'adulte et chez l'enfant n'est pas la même. Par exemple, tu vois plein... moi, je le vois aussi dans ma famille avec mes amis. Vite, on va être en retard. Mais l'enfant, il sait pas que tu es en retard. Il n'a pas la notion du temps. Si toi, tu n'as pas envie d'être en retard, tu te lèves 15 minutes avant ou 20 minutes à l'avance. Tu le prépares à l'avance. Comme ça, il a le temps de choisir ses baskets, de ne pas être content, de se bagarrer avec son frère. Et vous n'êtes pas en retard. Mais lui dire, on est en retard ou vite, on est pressé, on n'a pas le temps, on doit aller chez mamie. Il ne sait pas, lui, ça. Donc déjà, les enfants n'ont pas la notion du temps. Et je trouve que le temps, c'est vraiment à un moment donné, tu te prends une claque. Tu sais à quel moment tu te prends une claque? Quand tu quittes l'école. Ouais. Et tu sais, où tu te dis, OK, donc là, on attend que je bosse là. Ouais. Là, il faut que je sache qui je suis et ce que je veux faire. Oula! Et là, tu prends conscience que le temps passe. Parce que quand on n'est pas à sa place, quand on se sent pas bien là où on est, on place le curseur sur les choses qui vont venir alimenter cette peur qu'on a. Et le temps en fait partie. Parce que quand je fais pas ce que j'aime ou que je suis pas dans la bonne relation amoureuse, le temps qui passe, je le sens. Tu vois? Est-ce que je peux citer une des pensées de ton livre sur le temps? Ouais. Je peux ou pas? Oui, j'en ai relevé 3. Bien Est-ce que tu me permets? tu peux, bien évidemment, oui.
C'est gênant, mais tout va bien. C'est gênant? Mais vas-y. Mais non, je les trouve super intéressantes. Je les trouve vraiment super intéressantes. Et parce que, c'est à la fois aussi je veux pas dire c'est une thérapie pour moi, mais c'est des sujets que je voulais aborder, tu vois. Et ça me permettra de me lancer aussi sur le sujet encore plus. Le temps n'est pas fait pour oublier. Ouais. Il est fait pour permettre d'atténuer la douleur et de guérir. On n'oublie pas. Ouais. Cette idée, mais c'est fou parce que, en fait, ça, je l'avais écrit, je me rappelle. J'ai eu des gens que j'aimais beaucoup qui ont perdu des proches, tu vois. Ouais. Et on dit souvent, ah mais tu oublieras avec le temps. Pardon ? Non. Je pense que quand on a eu mal une fois, on n'oublie pas qu'on a eu mal. Même si dans notre esprit, on n'y pense pas, le corps a une mémoire. On n'oublie jamais quand on a eu mal. C'est faux. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention à votre cœur et faites attention à qui vous voulez bien le donner parce que vous avez une responsabilité par rapport à ça. Le temps n'est pas fait pour oublier. Le temps passe et le temps qui passe, indéniablement, le cerveau est bien fait. Hein. Le corps humain est très bien fait. Ça veut dire qu'on a été créé et on est conçu pour pouvoir pas oublier, mais moins y penser. Parce que sinon, t'imagines, on se remet de rien. Ouais. Tu perds un proche, il t'arrive quelque chose, tu passes jamais à autre chose, tu peux jamais avancer. Donc on n'oublie pas, on remplace par des moments, par déjà les moments de la vie et par des moments plus agréables, tu vois. Mais quand t'as perdu ta grand-mère ou ton grand-père ou un parent, il n'y a jamais un jour où tu te dis c'est bon, j'ai oublié la douleur de ce que je ressens ou ça y est, j'ai oublié. Parce que si t'oublies aussi la personne et on n'oublie pas les gens. Ouais. On n'oublie pas les douleurs. On n'oublie pas aussi moi, dans ma réflexion, c'est les amitiés perdues. Ah oui. Ou même un vrai débat. Les ex. Il y a vraiment des gens qui te demandent littéralement de tirer une croix sur des personnes avec qui tu as passé un temps de ta vie. Un temps de ta vie. Je dis, mais tu peux pas me demander ça. Il y a des gens, même si ça s'est mal terminé, c'est des gens qui ont partagé ma vie à un moment, je peux pas les oublier comme ça, en fait. Et puis, on te demande de t'oublier un peu aussi. Ouais. Parce qu'il y a un point hyper important qu'on oublie tous, c'est que dans l'histoire que tu vis avec les autres, notamment dans une relation amicale ou amoureuse, il y a l'autre et il y a toi. Ouais. Vous êtes deux personnages principaux, donc quand tu me demandes de rejeter l'autre ou de l'oublier, tu me demandes aussi de rejeter la personne que j'étais aussi. Alors qu'il faut juste accepter que celle que j'étais à un moment donné dans ma vie avec cette personne, aujourd'hui je suis là. Je suis là parce que je décide d'être là. Tu vois ? Je suis pas là parce que je n'ai pas le choix ou autre. C'est moi qui décide d'être là où je suis. Mais demander à quelqu'un, et je sais que c'est beaucoup des prérequis dans la relation. Ouais, je peux pas être avec elle parce qu'elle a pas oublié son ex. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle a pas oublié son ex ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle veut retourner avec lui ou parce que si la personne lui manque de temps en temps ou qu'elle y pense de temps en temps, ou parfois elle est nostalgique, ça nous arrive à tous. Hein. Ça, il y a rien de méchant. Ça, c'est ce que t'en fais qui compte. Tu vois, je vais te dire, cette personne-là me manque. Ouais. Si j'envoie un message ou si j'essaie de joindre la personne, ou là, ça a une conséquence. Mais la pensée, en soi, n'a aucune conséquence tant qu'on n'en fait rien. Tu vois, si c'est pas suivi d'une action, t'as juste pensé à quelqu'un. C'est le fait que toi, tu l'analyses, que ça devient quelque chose de grave, tu vois. D'accord. En soi, c'est OK. Hein. Et une autre dimension du temps, c'est la distraction, la déconcentration, ce monde dans lequel on vit où on est très très vite distrait par d'autres choses, en fait. Et j'arrive à un stade de ma vie où je me dis, putain, en fait, je suis de plus en plus, de moins en moins concentré, en fait, j'ai l'impression. Et j'écoutais un auteur qui disait qu'en fait, la distraction, c'est juste un moyen de fuir des émotions, en fait, internes qui sont enfuies en nous. C'est ouf. Elle est ouf aussi, cette réflexion. Et à partir du moment où tu comprends un peu ça, et ben t'as une vision totalement différente, en fait, sur la distraction, sur les notifications que tu reçois, est-ce que toi, dans ton travail de coach en développement personnel, tu aides des gens justement à
se dépolluer ou à regagner en concentration, par exemple, ou est-ce que tu as ce genre de demande? Je pense que c'est secondaire. Ouais. Parce qu'on a... C'est des conséquences. D'accord. C'est pas la source. Moi, je pense que il faut se concentrer, il faut aller à la source. On est, c'est un exemple un peu bête comme ça, mais franchement, je peux pas l'imaginer, mais on est un peu des poulpes, tu vois, des pieuvres. Nous, on est la source, donc le corps, et après, on a des tentacules. D'accord. Les tentacules, c'est les vaisseaux dans notre vie. Amour, amitié, famille, travail, vie sociale, etc. Tu vois, enfant pour certains. Et donc, mais le conducteur d'énergie, c'est le corps de la pieuvre, tu vois. Et après, on redistribue cette énergie dans plein d'endroits. Je pense, je serais pas aussi catégorique que ça, et je serais pas aussi fataliste que ça. Je dirais que la distraction, c'est OK. Bien sûr, on a tous besoin d'être distraits. La notion dont tu parlais de dire que la distraction est une réponse traumatique, oui, dans certains cas, quand tu as été dans un mode survie très longtemps dans ta vie, souvent généralement quand tu as grandi dans un espace un peu chaotique, la procrastination va faire partie de ta vie. C'est quelque chose, mais c'est plus parce que tu cherches du repos, en fait, quand t'en as pas connu, dans un foyer où t'en as pas connu. Donc les enfants qui ont grandi dans un foyer chaotique, généralement, en grandissant, c'est des gens qui ont beaucoup de facilité, beaucoup de talent, mais qui procrastinent beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont pas envie, ou qu'ils ont de la paresse, ou qu'ils sont feignants, c'est juste qu'ils se reposent, en fait. D'accord. Ça leur fait du bien de ne rien faire. Et quand tu scrolles pendant des heures sur ton téléphone, oui, c'est une réponse traumatique, mais ton cerveau, il est en off et ça te fait du bien. En fait, il faut te dire pourquoi est-ce que je le fais. C'est pas de « Oh, t'es tout le temps sur ton téléphone, tu fais rien, t'es sur le canapé. » Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait, en fait? Il y a quoi que je ressens quand je suis sur mon téléphone pendant des heures en train de scroller? Les gens, ils vont te répondre quoi, généralement? Ça me fait du bien, je me déconnecte. Je réfléchis à rien. À quel moment ça devient problématique? Ça devient problématique quand ça t'empêche de faire des choses. C'est l'excès qui est problématique. Ouais. Mais tu vois, juste le fait de prendre conscience que tu es sur ton téléphone et de te dire « Putain, j'ai scrollé pendant 3 heures. » Tu vois, juste le fait de te le dire, je le sais que je suis en train de le faire. Donc déjà, le fait d'en prendre conscience, ça te permet de travailler là-dessus. Mais tout cet esprit où on essaie de motiver les gens en pointant du doigt ce qu'ils ne font pas et en diabolisant ça sert à rien. Moi, personnellement, je vais pas bien dans ma vie. Tu m'en mets plein la gueule en me disant que je vais pas aller mieux. Je vais dire, foutu pour foutu, autant y aller. Donc, je pense que la démarche, c'est la compréhension. Comprendre qui je suis. Mais vraiment, pourquoi je le fais, moi? C'est quoi qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je procrastine? Je suis une feignante ou genre, il y a... Non, en fait, en réalité, j'ai peur d'essayer. J'ai peur d'essayer parce que j'ai peur de me tromper. Donc, c'est plus facile d'être sur mon canapé à rien faire. Et quand tu as compris ça, mais je risque vraiment quoi, en fait, en essayant? C'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Allez, vas-y. Tu vois, tu te mets dans des situations. Est-ce que je pourrais le gérer? Ouais, en soi, je peux. Pas très grave. Au pire, quoi, je réussis pas. Toi, c'est quoi ton parcours, du coup? D'où tu viens? D'où tu viens, Jade? On me pose cette question. Et où tu vas? Mais parce que je ne viens pas d'ici. Je viens pas de la planète Terre. T'as pas dit? C'est possible. Non. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Je viens d'une planète très sympa. Voilà, non, je rigole. Je viens d'ici. Voilà, c'est déjà pas mal. Mon parcours, il a été... Bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais faire une redondance, mais c'est pas grave. Ah, pardon, mais moi, je suis pas au courant. Mais c'est pas grave. Et j'ai fait quoi? Alors, j'ai fait un bac littéraire. Je te vois bien en L, effectivement. Ouais. Non, j'ai fait un bac S, voilà. Ah, tu t'attendais pas à ça? J'aurais dit aussi, je te vois bien en S. Je te vois bien. Non. Faire une année de médecine. J'étais hyper forte en maths et tout quand j'étais au collège. Mais vraiment, je suis arrivée au lycée. La même. Je suis arrivée au lycée, j'ai dit, non, en vrai, la philo, c'est bien. L'anglais, c'est bien. Donc, j'aimais beaucoup les lettres. Après, j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait une année de licence. Je voulais étudier la littérature anglaise. Après, je suis partie un peu aux États-Unis. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je me trouve un truc. Et j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours écrit, mais j'ai toujours voulu être publiée. C'est différent. Ouais. Et quand j'avais 15 ans, j'avais eu l'opportunité d'être publiée parce que je faisais des concours d'éloquence. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que je pense que t'es jeune, t'as 15 ans, t'as pas du tout envie qu'on t'en mette plein la gueule quand t'as 15 ans et t'as peur de la critique à 15 ans. Et je me rappelle, j'ai dit non parce que j'avais peur du regard des autres. Et ça m'est toujours resté en travers de la gorge, mais sans plus. Je me suis dit, ok, c'était pas le moment.
Et donc, je fais une école d'art en pensant que je vais écrire des bouquins. Donc, je rentre des États-Unis, je fais la rentrée et en fait, j'apprends que je vais publier des bouquins. Ah, je me dis, l'ironie, c'est drôle. Ah, donc je vais fabriquer les livres, d'accord, je vais pas les écrire. Ok, bon bah ok. T'aurais pu glisser le tien, en Je me rappelle, mon prof nous fait visiter, je me dis, mais c'est quoi toutes ces machines ancestrales? Et je dis, excusez-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il me dit, je vous montre les machines que vous allez utiliser. Mais j'ai dit, mais les machines, pourquoi faire? Il me dit, pour fabriquer les livres. J'ai dit, qui va fabriquer des bouquins? Il me dit, vous. Je dis, ah non, mais moi, monsieur, je veux les écrire. Ah, mais pas du tout, c'est pas ce que vous allez faire là. Ok, et donc je me suis dit, j'y reste, au moins demain je vais m'auto-publier, je sais comment faire un bouquin, tu vois. Donc je fais ça se passe très bien, je suis très contente, c'est quand même une belle expérience, tu vois. Après je fais plein de petits stages et tout, mais c'est un milieu, l'édition, qui est quand même extrêmement fermé, tu vois. Ou alors il faut accepter de faire beaucoup de stages, beaucoup de trucs. Moi, ma situation personnelle à ce moment-là ne me le permettait pas, donc je me dis non, il faut que je bosse. Donc j'ai fait plein de trucs. Je travaillais pour une ONG, j'ai travaillé... j'ai fait de l'événementiel, de la com, etc. Et donc, j'ai fait vraiment plein de trucs. Et à un moment donné, j'avais fini mon boulot, parce que forcément, tu t'en doutes, je faisais beaucoup de CDD. J'ai pas trouvé ma voie. Et j'ai un pote qui me dit, tiens et tout, viens bosser à la banque. Si tu veux quelques mois pour payer tes vacances, tu vois. Viens bosser à la banque, ils cherchent quelqu'un. Ok. Donc, je vais bosser à la banque. Bon, je suis contente d'avoir été allée bosser à la banque. Ça a été mon élément déclencheur, tu vois. C'est pas du tout pour moi. Voilà, faut le savoir. Moi, c'est dur, la banque. C'est très dur. Pourquoi ? Parce que le concept de vendre des produits à des gens qui n'ont pas forcément besoin. Alors, je ne critique pas le milieu de la banque, qu'on m'attrape pas à la gorge. Tu peux, mais l'idée de vendre des produits aux gens dont ils n'ont pas besoin, mais créer la demande, tu vois, créer une offre, créer un besoin, j'ai du mal. Ouais, c'est dur. J'ai beaucoup de mal. Donc, mes chiffres n'étaient pas... Et c'est ouf parce qu'initialement, un banquier, tu t'attends de lui qu'il te conseille. Et non, maintenant, c'est juste devenu des vendeurs. C'est ça. Et moi, tu vois, quand j'ai une petite mamie de 70 ans qui me dit « Alors, ma fille, c'est une bonne idée ?» Non. Non, investissez pas. Non, je lui dis « Non, vous n'avez pas besoin. » Tu vois, je peux pas. En fait, je peux pas. Moi-même, j'ai pas mis mes billes dedans. Tu vois, voilà, genre, tu me demandes mon avis, je vais te dire non, parce que tu peux être ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, je lui dirais pas oui, donc je vais pas te dire oui. Donc, il y a ce rapport où vraiment... Mais je suis contente de l'avoir fait parce que il faut aller là où ça fait mal pour que ça fasse du bien. Ouais. Et je me suis dit, je vais pas faire ça en fait. J'ai juste arrêté. J'ai dit, allez, j'arrête tout. Voilà, tu vas faire quoi? Tu peux avoir un CDI, t'as des primes. J'arrête. Et je me suis retrouvée avec moi-même. C'est pour ça que je dis aux gens, et je le répète, je le dis souvent, traversez votre tempête, les gars. Tu peux pas ne pas traverser ta tempête, ne pas te retrouver face au pied du mur avec toi-même et prétendre un jour que tu vas avoir accès au vrai toi, entre guillemets. Tu peux pas. Ça fonctionne pas comme ça. Avant de faire du bien, ça fera mal. Et on veut pas passer par la case de... Mais tu vois, le truc de dire, mais je vais faire quoi demain? Et s'imagine, je retrouve pas du travail. Imagine, ça marche pas. Mais c'est parce que tu te dis, c'est pas grave. On le gérera au moment voulu, tu vois. On passera le pont au moment où on devra le passer. Ouais. Bien évidemment, je fais quand même une petite parenthèse. Pour les personnes qui ont des situations compliquées, moi, je pouvais aussi me le permettre. Dans le sens où je pouvais me permettre de ne pas travailler pendant un certain temps. Ouais. J'avais aussi des gens qui m'entouraient. Si vous êtes tout seul, vous n'avez personne, vous n'avez pas d'économie, non, ne quittez pas tout et ne vous retrouvez pas à la rue. C'est pas l'idée. Tu vois, il faut quand même faire preuve de sécurité aussi et faire preuve de sagesse. Mais si tu sais que tu peux te le permettre, surtout si tu es jeune et surtout si tu vis encore chez tes parents et que tu n'as pas de responsabilité, donc tu n'as pas d'enfant, mais fonce. Fonce, mais fais les choses. Ouais. Ça marche pas, tu diras, je m'en fiche, je l'ai fait. Moi, tu vois, ma grande sœur, elle est comme ça. Je l'adore. Elle va tout faire. Je l'ai fait. Elle va créer une marque de vêtements. Tu l'as pas fini? Ouais, mais je l'ai fait. Je voulais le faire, je l'ai fait. J'adore, moi, les gens comme ça, les gens qui me fascinent. Elle, a 85 balais, pourra dire qu'elle l'a fait. Ouais. Et je le dis en coaching. Faites partie des gens qui diront, je l'ai fait. J'ai pas aimé, mais je l'ai fait. Ouais, c'est vrai. J'étais au bout de mon truc. C'était une très mauvaise idée d'ailleurs, mais j'étais au bout de mon truc, tu vois. Je l'ai fait. Moi, c'est ça c'est mon mantra dans ma vie. Je l'ai fait. Je l'ai fait en ayant peur, je l'ai fait en ayant mal au ventre, je l'ai fait en ayant la gorge nouée, je l'ai fait en étant tétanisée, mais je l'ai fait. Tu vois? Ouais, moi, c'était mon mantra, en tout cas, quand j'ai commencé et quand j'ai travaillé dans une banque en tant qu'acheteur. Tu vois? Au crédit agricole. Et j'ai toujours eu des rêves, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, va là où tu veux aller, en fait. Et je suis arrivé à la banque, un peu comme toi, j'ai fait ce constat, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de faire ça. Je vais pas tenir. Je vais craquer.
Et c'était l'époque où les mecs d'Orange arrêtaient pas de se suicider. Hein. Je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de mecs à Orange qui pétaient un câble et qui se suicidaient. Il y a eu une vague de... Je me suis dit, mais moi, je vais finir comme eux. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais, je me disais, mais je vais jamais tenir tous les jours comme ça, toute une vie. Et moi, mon mantra, c'était va là où tu veux aller, en fait. Bah oui. Juste vas-y. Voilà. Et après, on voit. Tu vois, t'aimes pas. J'y suis allée, les gars. Ouais. Voilà. Tu peux pas avoir un avis sur quelque chose que tu n'as pas essayé. Tu sais, c'est bête, mais on va au resto manger. Ouais. Je regarde, je te dis, tiens, tu penses quoi de la salade César? Tu me dis, non, je te conseille pas. Mais tu l'as pas goûté. Qu'est-ce que c'est pour... Tu peux pas avoir un avis sur quelque chose que tu n'as pas essayé. Ouais, d'accord. Ne serait-ce que pour avoir un avis. Ne serait-ce que pour te dire, non, bah franchement, j'ai été, tu vois, ou genre tu voyages, j'ai été là-bas, j'ai pas aimé, je l'ai fait, mais ça n'a pas été mon kiff, donc je le referai pas. Voilà, j'ai été. Mais en fait, là où ça devient un problème, c'est qu'on associe ça à une émotion qu'on fait perdurer. Ouais. Ça devient un problème. Le fait que j'ai goûté la salade César et qu'elle m'a pas plu devient un problème. Pourquoi ? C'est pas un échec, t'aimes pas. Tu vas travailler à la banque, t'aimes pas la banque. Il y a pas d'échec, hein. T'aimes pas. Nous, on associe ça à un problème. Ça devient un problème. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que on devrait tout de suite, la société aussi nous inculque ça, qu'on devrait tout de suite trouver qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire. Donc, chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas ou n'aboutit pas de manière positive, ça devient un échec, ça devient quelque chose de grave. Alors qu'en réalité, ça n'est grave que si tu penses que ça l'est. Hein. Ouais. Mais ça l'est pas en soi. Dans les faits, de manière factuelle, le fait que t'aimes pas un métier ou que t'aies raté un diplôme, c'est rien. Personne n'est Il y a le regard des gens aussi, des autres dans l'équation aussi. Bah oui. C'est tout ce point un peu très culturel et très sociétal, on va pas se mentir. Pression sociale. C'est la pression sociale et aussi la pression culturelle et aussi la pression de la famille qui fait que ça devient un problème. Mais en soi, dans la vie, je le dis, rien n'est un problème. Rien. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a ce qu'on en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on analyse la situation et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Je sors de chez moi, ma voiture, elle démarre pas. C'est un problème que si je dis que ça en devient. Sinon, c'est juste une voiture qui démarre pas. Ouais. Mais des fois, c'est dur au quotidien d'avoir cette réflexion. Bien évidemment que c'est dur. Ouais. Mais en fait... Elle est dure parce qu'elle est simple, en fait. Parce qu'elle t'éduque. Ouais. Et on n'aime pas s'éduquer. On adore éduquer les autres. Qu'est-ce qu'on adore dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Oh mon Dieu, on adore. Par contre, quand c'est toi que tu dois éduquer, là, c'est compliqué. Quand tu dois te réguler tes émotions tout seul, là, t'as pas envie de le faire. L'émotion, c'est pas... on diabolise pas l'émotion dans le sens où j'ai pas le droit de ressentir de la frustration parce que ma voiture, elle démarre pas. Bien évidemment que t'as le droit d'être frustré, c'est chiant. Tu vas être en retard, il faut falloir payer, t'as pas forcément envie de mettre de l'argent dans des réparations. T'as le droit de ressentir de la frustration. C'est quand tu commences à dire « pourquoi moi ?» ça devient un problème. Pourquoi moi ? Pourquoi pas toi ? C'est écrit où que ça devait pas t'arriver ? C'est quoi cette garantie qu'on a que quand on se réveille le matin, on va sortir, on va rentrer chez nous ? T'en as une, toi ? Moi, je suis venue jusqu'ici, je sais absolument pas si je vais arriver chez moi en rentrant. Je le sais pas. Et c'est pas grave, ça fait partie du cycle de la vie. Mais tellement on a été conditionné à tout avoir, que chaque question doit être suivie d'une réponse, que ça doit être logique, que ça doit être facile. Dès qu'on sort un petit peu de notre zone de confort, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Il t'arrive rien. T'as juste une voiture qui démarre pas et tu vas devoir aller la faire réparer pour voir ce qu'elle a. Voilà ce qui se passe. Il y a rien d'autre. Tout va bien. Mais si ça t'arrive souvent ? Change de voiture. Mais non, mais si t'as des galères souvent dans ta vie, si t'es un Pierre Richard. Je suis une Pierre Richard. Je suis un Pierre Richard aussi. Moi aussi. C'est très dur. C'est relou. Mais, je suis là. Oh, tout le monde me dit, chat, je dis ouais, je sais. Comment t'as fait ? Je sais pas. Ouais. Mais en fait, c'est qui je suis. Ouais. Voilà, je vais me faire mal facilement, je vais facilement casser des choses ou abîmer des... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je l'ai intégré, quoi. Ouais. Si moi, déjà, j'en fais un problème, les gens aussi en feront un problème. Mais comme moi, déjà, le fait que je sois une Pierre Richard, ce n'est pas un problème, mes amis, mes proches, ils sont plus là. Je leur dis, ouais, je sais. Tout pareil, les gars. Tout pareil comme vous. Tu vois ? J'ai le même ressenti. Ouais, je me dis, oh non, encore, tu vois, je vais me casser la figure. Je me dis, comment t'as fait ? Je me parle à moi, je me dis, franchement, soyez bienveillants avec vous-même. On manque tellement de bienveillance on est tellement dur avec soi-même. Tu sais, t'as pas remarqué ? Si. Moi, je suis dur avec moi-même
Après, probablement parce que ça a été mon éducation, j'ai eu un père très exigeant. Du coup, je suis dur avec moi-même, mais je suis aussi extrêmement dur avec les gens que j'aime. C'est vrai? C'est-à-dire, pas dur dans le sens où je vais vouloir le meilleur d'eux et ça va me faire chier si je vois qu'ils sont en capacité d'obtenir mieux et qu'ils ne l'ont pas en fait. Mais peut-être qu'ils le veulent pas. Ben je sais, ça c'est la réflexion et le travail que je fais sur moi. Mais moi, ça me fait mal de voir quelqu'un de mon entourage être Passer à côté de son potentiel, par exemple. exactement. Ça me fait De son vraiment full potentiel. exactement. Ça me déchire vraiment. Hein. En réalité, ce que tu dois dire, c'est que les gens, même tes proches, hein, surtout, Ouais. les gens ne t'appartiennent pas. Je sais. Les gens ne nous Mais appartiennent pour pas. moi, c'est une part d'amour en fait. Selon toi. Selon Tu moi, vois, j'aime oui. bien On est parce que d'accord. tu as commencé ta phrase par pour moi. On s'arrête là. T'as dit pour moi. Mais tu sais que j'en suis conscient et que c'est vraiment un travail que je fais sur moi. Mais c'est dur, quoi. C'est dur. C'est dur. J'avais ce débat avec une amie, c'est le fait de se dire putain, il y a des gens, ils vont pas m'accompagner. Genre, on parle souvent en coaching de trucs de se dire mais c'est dommage en fait, ils le voient pas. Ou tu sais par exemple, toi tu bosses quand même relativement sur toi et par exemple, tu vas voir tes parents qui n'évoluent pas et tu vas te dire putain mais ça pourrait être tellement mieux. Si. Ouais, mais chacun est qui il est. Et on n'aime pas les gens par rapport à ce qu'ils nous apportent ou par rapport à ce qui peuvent être pour nous en fonction de nous. C'est pas bon. Mais c'est pas pour moi que je le fais personnellement. Si, parce que toi, ça te fait du bien qu'il se fasse du bien. Tu peux pas sortir de ta personne. Tu penses Moi, je pense que l'altruisme, comme on l'entend, n'existe pas. Il n'y a pas d'altruisme totalement détaché, c'est faux. Faux. Parce que, oui, mais dans ce cas-là, le travail que toi, tu fais sur les autres, se dire qu'il serait égoïste. Mais, attends. On est tous nourris par rapport à nous. Ce que moi, je fais aujourd'hui, le jour où j'ai décidé d'ouvrir des réseaux sociaux pour faire des vidéos et pour aider les gens, pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice. Je l'ai fait pour qui? J'ose espérer que tu l'as fait pour la personne que tu as en face de toi et pour toi aussi. Je suis pas totalement. Oui, non, mais il faut vraiment être conscient de ça. Je peux pas sortir de ma personne. Je ne peux pas sortir de qui je suis. D'accord. Tout ce que je fais est étroitement lié à moi. Et rien qu'à moi. Ça ne sera jamais lié aux autres. C'est lié à moi. Je ne suis que là c'est horrible ce que tu dis. Mais c'est non, mais horrible dans le sens où tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Je suis pas en train de t'attaquer personnellement, mais je suis en train de réaliser qu'en fait, c'est pas de l'altruisme en fait que je développe, c'est de l'égoïsme. Mais l'égoïsme est bon. Mais pourquoi on a fait de l'égoïsme le problème de la même manière qu'on a diabolisé la colère? Si je ne sais pas fixer des limites, ce qu'on a considéré, qu'on a diabolisé l'égoïsme dans la société, tu penses à toi. Encore heureux. Encore heureux, parce que si je suis pas capable de penser à moi, c'est que je passe le curseur au mauvais endroit, c'est que je sais pas fixer de limites, c'est que du coup j'ai des comportements avec les gens qui sont pas forcément bons pour moi. Ça veut dire que déjà, je donne aux gens une image qui n'est pas la bonne, une projection qui n'est pas la bonne, donc les gens ils pensent que ça c'est ok, alors que ça l'est pas du tout. Ils peuvent le refaire sur quelqu'un d'autre. Si je sais pas m'aimer moi, comment tu veux que je projette le bon amour chez les autres, sachant que je ne peux pas sortir de ma propre personne et que je ne suis que la projection de mes propres insécurités, de mes peurs? On part de ce principe-là. Si je sais pas m'aimer de la bonne manière, quel genre d'amour je vais donner aux autres? Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer toi. Ça commence avec soi. Et ensuite, tu aimeras les autres. Regarde, quand tu ne sais pas t'aimer de la bonne manière, par exemple, regarde, toi tu dis ouais, je veux le meilleur pour mes proches. Bah oui, mais tu pars d'une bonne intention. Ouais. Mais comme tu ne, entre guillemets, tu gardes pas ta place, ça devient néfaste. Les gens, pour eux, tu deviens un problème. T'as des mots méchants. Parfois, tu leur dis des choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Tu les mets dans des positions désagréables. Mais tout ça part d'une bonne intention, parce que c'est pas ta place. C'est là que je l'ai réalisé. C'est pas ton rôle. Quand j'ai commencé à voir le regard des gens. Mais oui. Je disais, mais attends, en fait, je suis pas en train de les aider là, en fait. Et la réflexion, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que tu ne peux pas changer une personne, en fait. Tu ne peux pas changer une personne. Et les gens, mais même moi, oui. Les gens arrivent à leur propre conclusion eux-mêmes, en fait. Et c'est marrant parce que quand j'y réfléchis,
c'était exactement la même relation que j'avais avec mon père, en fait. C'était, mon père voulait à chaque fois le meilleur pour moi. Il voulait, heu, souvent il avait raison, hein. Oui. La plupart des fois même, il avait raison, tu vois, quand il me disait quelque chose. Raison. Mais c'était même pas la question, c'était que, et je me suis rendu compte qu'à ce moment de ma vie, c'est pas ça que je voulais explorer. Je voulais explorer ça, je suis allé explorer. Je me suis cassé la figure la plupart des fois, ou des fois j'ai découvert de très belles choses. Mais en grandissant, en étant avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, probablement sur certaines questions, mon père avait raison, mais j'avais besoin d'aller explorer moi-même. Et de toute manière, il aurait pu me dire ce qu'il voulait à ce moment-là, ouais. Je n'aurais pas changé. Mais c'est pas son rôle. On pense que nos enfants, surtout les parents, nous appartiennent. Ouais. Ça aussi, t'as des enfants. C'est un travail que j'essaie de faire aussi. Tu vois, t'as un enfant ? J'ai un enfant, enfin 2 même. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Tes enfants sont leur propre personne. Ton rôle, en tant que parent aujourd'hui, c'est pas d'empêcher qu'ils tombent pas du vélo. Merci. C'est pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est pas d'empêcher ton fils ou ta fille de ne pas tomber de son vélo. Parce que si ton fils ne tombe jamais de son vélo, il va tomber un jour. Hein. Et je peux te dire que s'il n'a pas pris l'habitude de tomber, le jour où il va tomber, il va dire « Pourquoi ?» Tu vois, c'est là où on commence « Pourquoi moi ?»« Pourquoi moi ?» Mais comment ça, pourquoi moi ? C'est normal. Parce que même si toi, tu peux mettre tes enfants dans un cocon familial magique, il y a la société dehors. Hein. Il y a l'école, il y a le travail, il y a les relations sociales, il y a l'amour, il y a l'amitié, et ça fait mal. Donc, ton rôle à toi en tant que parent, c'est de faire en sorte que tes enfants n'aient pas besoin de toi. Extrêmement horrible ce que je suis en train de dire. Non, je suis d'accord avec toi. Mon cœur, ma réflexion aussi. Parce qu'on veut être plus que ça pour eux. Non, ton rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de toi. C'est ça ton rôle. T'as pas besoin de moi. T'as un garçon, une fille ? J'ai 2 garçons. Tu vois, ton garçon, tu vas le chercher à l'école. Il rentre, il n'est pas content dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je n'ai pas passé une bonne journée. Tu vas en parler ? On commence là déjà. Peut-être qu'il n'a même pas envie d'en parler. Oui, je veux bien en parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il m'a dit ça, machin. Okay. Comment est-ce que tu t'es senti ? Pas tout de suite. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, arrête. Je suis pas ce genre de parent. Non, mais c'est même pas méchant. C'est même pas méchant en soi quand les gens disent parce que ça part d'une bonne intention. Je veux pas que mon fils se prenne la tête pour un truc qui est pas aussi important. Mais t'es pas lui. S'il veut se prendre la tête parce que il a mangé dans un bol bleu ou un bol rouge, laisse-le faire, c'est sa vie. C'est pas ta place. Tu vois ? Donc c'est prendre. Mon père il disait souvent prends ta place. Mais il a raison, prends ta place. Balaie devant ta porte, occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de toi, t'occupes pas des autres. Moi, je le dis, tant que la personne n'est pas un danger pour elle, ok ? Tant qu'elle n'est pas un danger pour sa vie, tant que la personne ne risque pas sa vie, ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Est-ce qu'on est venu te poser la question à toi ? On t'a dit, s'il te plaît, tu peux me dire pour... Non. On a tellement tendance à interpréter, tu sais, à répondre. Quelqu'un va dire une phrase comme ça, ouais, pourquoi ? Mais il t'a posé la question ? Il t'a parlé à toi ? Il t'a pas parlé ? C'est tellement vrai. Une réflexion n'est pas forcément suivie d'une question, ça veut rien dire. Il faut être un peu comme l'idiot du village. Hein. Moi, tu m'as pas posé la question directement à moi, je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi ? Parce que quand tu te comportes comme ça, déjà, tu gardes ta place. Donc, ton énergie reste quand même très saine et très positive. Et deuxièmement, tu forces les gens à être responsables d'eux-mêmes. Quand tu dis à ton enfant, comment tu t'es senti par rapport à ça ? Ok, qu'est-ce que tu veux faire du coup ? De quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Tu le forces à se rendre compte qu'il peut réfléchir par lui-même. Il se responsabilise. Et tu l'apprends à réguler ses émotions, à être responsable de ce qu'il ressent. Ce que tu ressens, les gens ne sont pas là pour te faire du mal. Si toi, tu le prends comme ça, c'est par rapport à toi. Tu le rends responsable de sa personne. Ouais, non. L'éducation d'un enfant aussi, c'est une réflexion que tu as au quotidien en tant que parent parce que tu veux le meilleur pour ton enfant. Mais oui, non, moi, j'essaie de les responsabiliser un maximum, comment dire, parce que pour moi, ce qui a été la réussite de mes parents dans leur éducation, c'est qu'ils nous ont donné avant tout des valeurs, et puis après, ils nous ont laissé nous débrouiller, tu vois. Et j'ai l'impression plus tu t'occupes d'un enfant, et moins il devient responsable, en fait. C'est et ça se voit même dans notre entourage, en fait, ou même dans des relations que je peux avoir, et quand je parle avec certains de mes potes. Un petit truc. Ouais. Et
Et souvent, c'est en relation avec la manière dont tu as grandi. Et aujourd'hui, je reçois des leçons. Mes petits me donnent des leçons de vie par moment. Et des fois, je me dis, en fait, tu t'inquiètes trop pour un enfant qui est déjà responsable. Ils sont très vite responsables. Ils ont une capacité d'adaptation, les enfants, qui est fantastique. Qui est incroyable. Pourquoi ? Parce que les enfants n'interprètent pas. Oui. Les enfants ne nourrissent pas leurs pensées intrusives. Nous, on le fait. Donc, les enfants, un fait est un fait. Nous, un fait devient une pensée, devient une idée, devient une probabilité, devient quelque chose qui pourrait devenir des angoisses. Les enfants font pas... Mais devient des angoisses. Mais oui, les enfants, ils font pas ça. Ouais. Pourquoi ? Parce que les enfants, c'est égoïste. Pour ça, ils vont là où leurs intérêts vont. Mais ils ont raison. Si t'es pas égoïste, tu peux pas te focus sur qui tu dois être, donc tu peux pas grandir de manière saine. Ouais. Les enfants qui grandissent dans des foyers pas très sains. Par exemple, on parle en psychologie du principe de l'enfant parentifié. C'est quoi ? C'est celui qui a dû prendre la place de ses parents trop jeunes. Ouais. Ça veut dire qu'il a grandi dans un environnement où il ne pouvait pas être assez égoïste pour se demander ce que lui il ressent et s'occuper de lui, parce qu'il a dû s'occuper des autres, parce qu'il avait des parents qui ne savaient pas réguler leurs émotions, par exemple. C'est un enfant qui va grandir, qui va devenir un adulte qui ne saura absolument pas réguler ses émotions, parce qu'on ne lui a pas appris à le faire, parce qu'on ne lui a pas laissé l'espace pour être égoïste, pour penser à lui. Un enfant, c'est pas son problème que t'aimes pas ton travail, que t'es pas heureux, que t'as des problèmes, t'as des angoisses. Arrêtez de... je suis désolée, je veux pas être dure, mais tout ce concept de régler ses problèmes devant les enfants, crier devant les enfants, pleurer devant les enfants. Oh. C'est pas votre thérapeute. C'est quoi ce concept ? Mais il y en a beaucoup, tu vois. Okay. Où on montre aux enfants nos peurs, nos angoisses. Mais les enfants, c'est pas... Si tu fais ça avec un enfant, il devient quoi ? Il devient un réceptacle, tu vois. Et après, il se concentre plus sur ce que lui, il a envie de faire et qui il a envie d'être. Parce qu'il s'occupe de toi. Ou alors, il grandit dans le rejet de ce que tu lui as appris. Je veux pas être comme papa. Je veux pas être comme maman. Il devient exactement comme papa et comme maman. Ouais, ok. Tout l'inverse. Tout l'inverse. Donc, c'est très important. Chacun régule ses émotions. C'est la responsabilité de chacun. Et quand vous êtes dans des relations amicales ou amoureuses où vous vous dites « Non, mais c'est pas grave, je vais pas lui dire parce que c'est compliqué pour lui, il a une enfance difficile. » D'accord, ok, mais je me rappelais pas qu'il y avait écrit centre de formation sur mon fond. Je savais pas qu'on était des associations caritatives, je veux bien, mais à ce moment-là, faut pas se plaindre. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit « Est-ce que tu t'auto-coaches ?» Ou est-ce que, à partir du moment où il y a un lien émotionnel avec une personne, tu ne peux pas rentrer dans une espèce de thérapie. Il y a un lien émotionnel entre vous. Quand il y a un lien émotionnel, il y a une attente. Cette espèce d'idée qu'on fait les choses de manière désintéressée sans attendre en retour, c'est faux. Désolée. J'avais fait une vidéo où je disais on donne pas parce qu'on est des bonnes personnes, on donne parce qu'on veut recevoir. Les gens m'ont dit non, Jade, c'est faux. Moi, je donne parce que ça me fait plaisir de donner. Tu viens de répondre à ta question, tu as dit ça me fait plaisir de donner. Ça me fait plaisir. Tu le fais pour toi. Ouais. C'est un peu comme quand tu fais un cadeau à 50 €, t'attends à avoir un cadeau équivalent. Mais mais je suis désolée, c'est un fait. À Noël, voilà. T'en as un d'action à 1 €, t'es pas content parce que t'en as fait un à 50, toi. En fait, tu le fais pas pour l'argent. Mais pourquoi ? Parce que tu attends de la considération de l'autre. Et la considération passe par là aussi. Même si tu me le rends pas financièrement, tu vas me le rendre autrement. Et puis, j'ai envie de vous dire, encore heureux, les gars. Vous n'êtes pas des associations caritatives. Dans vos relations amicales ou dans vos relations amoureuses, c'est normal, Et dire non, mais moi je le fais parce que j'ai bon cœur. Mais t'as pas bon cœur là, c'est de la bêtise. T'es en couple avec quelqu'un qui ne fait rien pour toi, qui ne te rend rien et tu fais que donner. C'est pas être une bonne personne. Parce que demain, ça va générer de la frustration et de la colère. Et après, tu vas te transformer en quelqu'un de pas très sympa. C'est comme ça que les gens plutôt sympas deviennent des gens pas très sympas. Plus jamais. Moi, c'est terminé. Ils tombent dans l'extrême. Parce qu'ils ont été dans un extrême trop positif, et après, ils deviennent trop fermés. Parce qu'ils ont trop donné. Arrêtez de trop donner aux gens. Personne ne vous l'a demandé. C'est faux. Pas besoin de trop donner aux gens. Les seules personnes avec qui tu dois le faire, et encore, c'est tes enfants. C'est tes enfants à qui tu donnes sans attendre en retour. Parce que c'est ton rôle. Ouais. T'attends pas que tes enfants te le rendent. Oui, mais même eux, il faudrait pas trop leur donner aussi. Moi, je déteste le schéma de l'enfant gâté. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant gâté ? L'enfant à qui on dit oui à tout et qui n'a aucune notion du travail, de l'argent, des valeurs. Il y a toute une éducation positive en ce moment où faut pas dire non à un enfant. Moi, ça m'effraie. Mais l'enfant, tu lui tends la main. Pourquoi tu te plains qu'il prend ? Qui tend la main ?
Qui donne? Moi. Voilà. Pourquoi tu donnes? Parce que j'ai envie de lui donner et lui faire plaisir. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Mais tu nourris quoi avec? Il y a un milliard de manières de faire plaisir aux enfants, de leur donner des choses. Quand par exemple on est dans les biens matériaux, pourquoi je comble quoi avec? Je comble quoi quand j'offre quelque chose à quelqu'un? L'enfant, il n'est pas responsable de sa personne. D'accord. Son lobe frontal n'est pas développé. Il n'est pas dans la capacité émotionnelle de réfléchir ou d'argumenter. Oublie-le, l'enfant. Il n'est pas là pour ça. Donc, quand je lui offre quelque chose, c'est moi que j'alimente? Mais bien sûr. Ça te fait plaisir de faire plaisir à ton enfant. Ça te fait plaisir quand ton fils dit « Ouah, papa, t'es le meilleur, je voulais trop ce jouet. » Mais est-ce que c'est pas dangereux, du coup, de trop lui donner, justement? C'est ça ma réflexion. Mais les gens qui donnent trop. Et moi, c'est ça que je trouve problématique aujourd'hui. Mais oui, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est pas un enfant qui prend trop. C'est un parent qui donne trop. Tu mets un paquet de bonbons devant un enfant. Bien évidemment qu'il va tout manger. Il sait pas que s'il mange tout, il va avoir mal au ventre. Ça, je suis d'accord. C'est à toi de dire non, ce sera 2. D'accord. Pourquoi? Parce que si tu manges plus de bonbons, tu peux avoir mal au ventre, ça peut te rendre malade, c'est pas bon pour tes dents. Donc les parents qui ne savent pas dire non à leur enfant? Ça a tout à voir avec eux. J'ai un enfant, je peux pas lui dire non. Non. Non, je peux pas lui dire non et je ne veux pas lui dire non aujourd'hui. Je ne veux pas lui dire non, c'est pas que tu ne peux pas et ça n'a rien à voir avec lui. On reproche pas à quelqu'un de prendre quand on lui donne. C'est qu'il y a quelque chose en toi que tu nourris quand tu lui dis oui. Va chercher cette réponse. Parce que lui qui prenne, c'est pas trop son problème. Hein. Pas de sa faute. Hein. Ok. Et demain, ces mêmes enfants te diront « C'est ta faute, maman, si j'ai une addiction au sucre, t'as pas su me dire non. C'est ta faute si je suis pas reconnaissante, t'as pas su. » Mais c'est la vérité. Ouais. Et c'est pour ça, après, on dit « Oh, les enfants sont ingrats. » Ils sont pas ingrats, les enfants. Donc pour toi, cette éducation, elle est problématique. Les parents qui ne veulent dire pas. Oui à tout? Ouais. Mais bien évidemment. Ouais, ok. Attends, mais ils vont faire comment à l'école quand on va leur dire non la première fois? Oh! Waouh! T'imagines la frustration? Parce que la vie, oui, à l'extérieur, elle est pas... c'est pas les bisounours. Hello! Les gens sont méchants! Tu vois? Enfin, oui, mais la vie est compliquée. La frustration, c'est un must dans l'éducation. Tu vois, je le dis en coaching, c'est pas une démocratie, hein, le foyer, c'est une hiérarchie. C'est moi qui décide. Quand je te dis d'aller te brosser les dents, tu vas te brosser les dents. Que tu le fasses en criant, en pleurant, en t'énervant, il n'y a pas de souci, chaton. Mais tu vas aller brosser tes dents. Ouais. Après, tu as le droit de t'exprimer ta frustration. Ça me saoule, j'ai pas envie. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas quand même le faire. Parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Parfois, on doit faire des choses, même si ça nous empêche. Mais on a le droit d'exprimer notre frustration. Ton émotion, tu la refoules pas. Là où c'est problématique, dans beaucoup de foyers, on le voit, c'est que les enfants grandissent et n'ont pas le droit d'exprimer leur frustration. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, ton père te dit tu sors pas et tu n'as même pas le droit de dire que tu n'es pas contente. Mais je peux quand même dire que ça me saoule ou pas ou... Parce que les parents, tu les renvoies à « Ah ouais, donc tout ce que j'ai fait pour toi et en plus là, tu n'es pas contente. » Donc en fait, c'est là où quand tu viens terrer tes émotions, quand tu viens anesthésier, parce que j'ai pas le droit, t'évites de dire que tu n'es pas contente ou que tu n'aimes pas ce que ton père il a dit ou il a fait, tu n'as pas le droit à cette critique, là, c'est problématique. Mais en réalité... Tu voulais manger des bonbons le soir, je t'ai dit non. T'es pas content, tu pleures. Je te fais même un câlin. De quoi t'as besoin? Tu veux un câlin? Allez, viens. Oh, je suis pas contente, maman. Oui, c'est pas grave. T'as le droit. Même moi, ça me saoule quand je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Je comprends. Même moi, j'ai pas envie d'aller à l'école. Ouais, je comprends. Même moi. Parfois, je vais au travail, ça m'énerve. Je sais. Mais l'école, c'est important. Donc, tu vas y aller. Tu vois? Je vois totalement. Donc, c'est important c'est la double... Tu vois, c'est l'éducation comme ça où elle est bienveillante dans le sens où tu as le droit d'avoir des émotions et papa et maman, ils sont pas déstabilisés parce que mon enfant fait une crise sur le sol. C'est OK, hein. En fait, c'est en rapport avec nous. Tu es à l'aéroport, la dame, elle vient te voir, elle te dit « Bonjour, alors je suis désolée, il y aura plus de vol. » Toi, tu es là avec ta valise, comment ça, il y aura plus de vol? Moi, je suis censée partir aujourd'hui. Et que font 90% des gens? Ils se lèvent, ils vont gueuler sur la... Ouais. Elle a fait quoi, elle? La pauvre. Elle conduit elle drive l'avion, c'est elle? C'est pas elle. Et souvent, quand il y a le manager qui arrive, il se calme. Mais ça, c'est une réponse traumatique. Ouais. Le fait d'exprimer comme ça, c'est une réponse traumatique quand on le fait. On se met dans un état de colère. Et le fait de te prendre 2 secondes, de dire attends, pourquoi je m'énerve là? C'est quoi? Parce que je prends pas mon avion. Ok, ça va changer quelque chose si je vais crier sur la jeune dame ou pas? Des fois, c'est aussi un jeu de rôle, dans le sens où le mec sait que s'il gueule, peut-être qu'il va aller chercher son responsable et peut-être qu'il va avoir un remboursement. Ou oui, d'accord, mais alors déjà, c'est pas du tout en criant. Et deuxièmement, le vol est plein. Tu vas pas prendre l'avion aujourd'hui. Ah non, c'est sûr. Tu vas pas partir. C'est sûr. Et donc, crie, tu ne vas pas partir. Tu vois le conseil, tu vois comment on redevient des enfants qui font la crise parce qu'ils n'ont pas le paquet de bonbons à l'hôtel. On fait la même chose.
Eh ouais, on fait exactement la même chose qu'eux. Mais comme nous, on est des adultes, on a le droit parce que c'est pour des problèmes plus graves. Non. Non. L'avion est plein, tu vas pas monter dans l'avion. Oublie. Donc passe à autre chose. Ça te saoule, je comprends. C'est chiant. Ouais, tu devais aller là, tu devais rejoindre des amis. C'est chiant. Y a pas de souci. Prends le bus. Mais l'avion, il est parti. Pourquoi? Ça sert à rien. Il est parti, l'avion. Et ça, c'est sur ça qu'on s'éduque. C'est sur ça qu'on doit travailler. C'est ça qui est dur, très, très, très dur. C'est cette espèce d'autocritique qu'on fait quand quelque chose nous arrive. C'est arriver à se dire, oula, attends, je prends 2 secondes. Pourquoi je m'énerve là? C'est quoi le truc? Pourquoi je suis en train de me mettre dans un état? Il se passe quoi là? Je prends conscience de moi. Et je régule ce que je suis en train de ressentir. Elle est là, notre responsabilité. Si tout le monde régulait ses émotions, on s'en sortirait très bien. Hein. C'est vrai? N'essaye pas d'obtenir la validation de ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Contente-toi de les ignorer. J'adore cette phrase. C'est dur, ça. Hein? C'est dur à faire, effectivement. Mais une fois que tu l'as compris, ça te libère. Ça te libère. La pression sociale, effectivement. On en a plus ou moins abordé. Ça fait partie, tu vois, des phrases que j'ai sélectionnées. Pourquoi t'aimes bien celle-ci? Mais parce que j'ai grandi dans une cité. Et dans une cité, la pression sociale, elle est extraordinaire. Elle est omniprésente. Tout le monde te regarde, tout le monde te calcule, tout le monde commente. Et ça a été ma première difficulté quand j'ai décidé de faire ce que je voulais vraiment faire. Oui. Voir le regard des gens changer, voir les moqueries, je pense j'ai beaucoup parlé avec des potes humoristes ou d'autres artistes ou des gens qui ont entrepris quelque chose de différent du commun, des mortels entre guillemets, que le métro boulot dodo, et ils me racontent tous la même chose, c'est qu'au début ils ont commencé par être critiqués, et les mêmes qui les ont critiqués ont fini par faire la promotion de leur travail et à les féliciter à la fin, tu vois. Et elle est tellement vraie, cette phrase. Je trouvais qu'elle était criante, c'est pour ça que je l'avais relevée, tu vois. Je t'en parle avec beaucoup d'émotion. Ma voix redescend quand je te parle. Et ça n'a rien à voir avec nous. Tant qu'on veut pas le comprendre, on restera bloqué. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Rien à voir avec nous. De la même manière que moi, je peux pas sortir de moi-même, mon voisin, il peut pas sortir de lui-même aussi. D'accord. Quand tu parles à des amis, tu vas dire par exemple, ouais, je veux créer une société, je veux faire ça, 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 ça. Fais-le sur 10 personnes. Fais une étude sociologique. Prends un projet et parle-en à 10 personnes différentes. Tu n'auras pas les mêmes réactions. Ouais. Pourtant, ton projet, c'est le même. C'est la preuve que ça n'a rien à voir avec toi. Parce que si ça avait à voir avec la façon dont tu le dis, et ce que tu dis, et la conviction que tu y mets, les gens réagiraient tous de la même manière. C'est pas le cas. Donc, les gens réagissent avec qui ils sont. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Quand tu veux faire de l'humour et que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude et qu'une personne se moque de toi, c'est une projection de ses propres insécurités parce qu'elle ne le ferait pas. Parce qu'elle n'irait pas sur ce terrain-là. Donc, elle comprend pas qui tu es. Pourquoi est-ce qu'on veut que les gens comprennent? Pas besoin que tu comprennes ou que tu valides qui je suis. J'ai juste besoin que tu m'empêches pas de le faire, en fait. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on va chercher alors chez les gens? La validation. Parce que on est foncièrement seul en réalité. Et on le sait. Même si on le met pas en avant, on est seul. Et paradoxalement, on est des animaux sociaux. Mais on est seul. Ah, mais si on attend la plupart des... Enfin, moi, je pense à chaque fois, quand je lis cette phrase, à tous ces gens qui ont essayé de quelque chose et qui sont allés voir la personne qu'ils aiment probablement le plus, et cette personne les a regardés et elle a fait pas à ta place, je ferais pas ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de personnes, ça se trouve qu'on sont pas les plus loin que ça, en fait. Parce que cette étape de validation, elle est cruciale. C'est très dur de s'en défaire, mais c'est aussi parce que on n'aime pas les gens de la bonne manière. Tu vois, moi, quand j'ai voulu changer ce que je voulais faire, mon père était pas chaud. Hein. Il m'a dit attends, mais oui, enfin, il y a quand même des responsabilités, tu vas tout pas quitter comme ça, mais qu'est-ce que tu... C'est le papa qui parle, mais bien évidemment, c'est le papa qui a peur pour sa petite fille d'amour. Ouais. Parce qu'il me voit encore comme si j'avais 5 ans, mais c'est normal, il est dans son rôle, mon père. Mon père est dans son rôle. Il va pas me dire fonce, one life, va au bout du monde, on n'en a rien à faire de tes économies. Non, il va pas me dire ça, non. Il va aller dans la sécurité. Parce que pour lui, en fonction de qui il est, une bonne vie, c'est une vie dans la sécurité. Ouais. En fonction de qui il est, de ce qu'il a vécu. On est la somme de ce qu'on a été, des gens qu'on a rencontrés, de l'éducation qu'on a eue, de ce qu'on a ressenti, de ce qui nous a fait mal. Chacun est la somme de ça. Je peux pas sortir de ça. Je peux pas. Donc, quand je vais voir quelqu'un
Tu sais, le meilleur moyen de voir, de réussir, je donne le petit conseil comme ça aux gens qui veulent entreprendre et par exemple, ils vont voir des personnes. Et des personnes qui disent « Ah, moi, j'aurais jamais fait ça. » Si vous voulez sortir de cette espèce de validation, posez une question. C'est vrai? C'est intéressant, tu peux développer? Comment ça, t'aurais jamais fait ça? J'ai pas compris. Explique-moi. Laissez les gens être responsables de ce qu'ils viennent dire parce que plus tu vas laisser la personne être responsable de ce qu'elle est en train de te dire, se justifier, moins tu seras dans l'interprétation de ça à voir avec moi. Parce que généralement, les gens adorent prendre l'ascendant sur les autres. Tu sais, c'est les phrases que tu te prends quand tu arrives le matin au travail qu'on dit « T'as l'air vachement fatigué, hein ?» Phrase de merde. Pardon, mais qu'est-ce que ça... Non, mais... Parce que moi, je suis pas fan des mini-discours comme ça qui ne servent à rien. Qu'est-ce que ça apporte à la personne que tu es en train de lui dire qu'elle a une gueule de merde aujourd'hui? Ça apporte quoi, là? C'est quoi que tu nourris? Tu prends l'ascendant. Et beaucoup de personnes font ça. Quand on a conscience, on se rend compte que la quasi-totalité des gens font ça. Elle est déstabilisante en plus, cette phrase. Mais bien sûr. Moi, je sais jamais quoi répondre. Fatigué. Bah, c'est je sais pas. Bah, tu te justifies. Ouais, j'ai mal dormi hier, j'étais malade. Et des fois, c'est faux. Des fois, je suis même pas fatiguée. Et je dis oui. Bien. Mais comme on t'a dit que t'avais une gueule de merde, ok. Ouais, c'est vrai, j'étais malade. Bah, le pire, c'est si ça t'arrive et que t'as fait un effort pour te préparer. Alors là, c'est horrible. T'es là, mais pourquoi je te dis ça? Mais imagine à quel point c'est horrible pour l'autre. Et puis moi, je le dis, je suis désolée, je le dis. Qu'est-ce que t'es en train d'apporter là au monde en disant ça? À quoi ça sert? Même si tu vois que la personne, elle est fatiguée et que toi, tu t'inquiètes pour elle, c'est pas en lui disant qu'elle a une gueule de merde que tu vas l'aider. Au contraire, tout va bien? Tu veux qu'on aille manger tous les deux? Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? Ça te dirait sortir? On va manger un morceau, on va discuter. Là, tu sers à quelque chose. Là, tu l'aides. Mais c'est des phrases comme ça qu'on fait tous, hein. Tous, on l'a déjà fait. Pour prendre l'ascendant, c'est notre ego. Ok, c'est notre petit ego, notre petit orgueil qui parle. Alors qu'en réalité, quand tu es confronté à ça, la seule façon de faire, c'est de renvoyer la balle à l'autre. T'as l'air vachement fatigué, Jade. Tu trouves? Ah ouais? Comment ça? Vas-y, dis-moi que j'ai des cernes de malade. Vas-y, va au bout. Dis-moi que j'ai une gueule de merde. Mais dis-le-moi c'est vrai que ouvertement. cette réponse, ça me fait reculer. Tu vois, dis-le-moi ouvertement. Dis-moi ouvertement, bah écoute, aujourd'hui, t'es hyper moche. T'as des cernes de dingue, t'es pas coiffé, t'es mal habillé. Dis-le-moi, tu vas pas le faire. Parce que ton but, c'était pas que j'aille mieux. Ton but, c'était juste de faire un commentaire. Donc va au bout de ton truc. Personne va au bout de son truc. Et puis, quand tu le fais, tu renvoies les gens. C'est vraiment genre, tu les renvoies. Hein. C'est une partie de ping-pong. Il se prend la balle, genre, oula, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Bah là, elle vient de me renvoyer ma responsabilité en pleine figure. Et généralement, les gens ne leur feront pas une deuxième fois. Parce qu'ils savent que ça ne fonctionne pas avec toi. Chacun est responsable de ce qui sort de sa bouche. Même si je parle de toi, c'est mes mots en parlant de toi. C'est les miens. Je suis responsable de ce que je dis. Demain, il y a un mec qui cambriole une maison. La juge, elle va pas faire venir son meilleur ami. Hein. Ouais. Faut dire pourquoi il a fait ça. Il va dire, bah, madame la juge, je sais pas, appeler le principal intéressé. C'est pas mon problème. Pas moi. Donc moi, je te dis, ouais, t'es hyper susceptible. Hein. Même si je parle de toi, ça reste mes mots. Tout de suite, nous. Ah bon? Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, je suis pas susceptible en plus. Et puis, t'es bien placé. Toi aussi, t'es susceptible. On va où, là? Pas mon problème. Imaginez un sac avec plein de pierres. Et à chaque fois qu'une personne te dit un truc, tu te rajoutes une pierre. Après, tu te dis quoi dans ta vie? J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à entreprendre, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que je suis ralentie. Bah ouais, parce que tu récupères des choses qui ne t'appartiennent pas et que tu les mets sur ton dos à toi. Tu portes le poids de choses qui ne dépendent pas de toi. Ça marche, amis, famille, amour, pro, tout ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais bon, ça te ramène aussi à ta solitude, donc ça demande beaucoup d'humilité. De se rendre compte qu'on est tout seul. J'ai tellement de questions à te poser. Les gens, est-ce que tu connais ces gens qui disparaissent à un moment dans ta vie? Toi, tu ne comprends pas pourquoi. Et 10 ans après, ils réapparaissent. Alors que toi, foncièrement, t'as pas changé de malade, enfin, entre la personne que tu étais et ces gens réapparaissent. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de truc ou est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure en coaching? Moi, avec les réseaux, oui. Forcément, tu t'en doutes que beaucoup de personnes, après, les réseaux sont réapparus dans ma vie. Moi, je me demande pas pourquoi. Le pourquoi rend fou. Te fou.
Mais moi, c'est le vraiment mais moi le pourquoi c'est ma vie. C'est chaque sujet, il doit avoir un pourquoi. Et je vais me torturer le cerveau comme pas possible. Elle ne va pas bien frapper à ta porte. Non, mais je sais, mais c'est à la fois ce qui me permet de vivre, et c'est à la fois ce qui me détruit en fait. Et après maintenant peut-être le travail c'est de séparer la réflexion pour le travail et la réflexion dans la vie. Mais oui, le pourquoi. Ne sert à rien. Et tu n'auras jamais une vraie réponse. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Pourquoi le soleil? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi mon père... Wow. Je sais pas. Eh ouais, t'es pas censé savoir. La seule chose qui t'appartient, c'est comment je me sens. Donc quand des gens reviennent dans ta vie ou quand des gens reviennent dans votre vie 10 ans après, c'est pas pourquoi ils reviennent. Ça leur appartient, ça fait partie de leur histoire. Ça fait partie de ce qu'ils écrivent eux. Tu vois, pour imagine que t'as quelqu'un qui tient un stylo qui est ancré dans sa main. Ouais. Et toi, t'arrives en disant pourquoi tu veux le sortir de sa peau. Tu peux pas, hein. Et tu lui dis, mais étonne. Il te dit, mais c'est mon stylo, mais étonne. Parce que je veux écrire ton histoire dans ton livre à ta place. Parce que j'ai la prétention de savoir mieux que toi ce que tu fais. Et pourquoi tu le fais? On manque d'humilité. Pourquoi non? Comment je me sens? Comment je me sens par rapport au fait que cette personne-là revient dans ma vie 10 ans plus tard? Déjà, je définis ça. Okay, j'identifie comment je me sens. Qu'est-ce que je fais de ce que je ressens? Est-ce que je dois apporter une solution? Est-ce que ça doit être suivi d'une action? Ou c'est juste... Non, en soi, je suis heureux, bien entendu. Moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver une vieille connaissance parce que c'est une partie de ta vie. Les gens te rappellent directement, te ramènent directement à des émotions passées pour ces personnes, par exemple, qui étaient extraordinaires pour la plupart des personnes en question. Mais c'est vrai que t'as toujours envie de savoir pourquoi, en fait. Pourquoi au moment où j'avais besoin de toi, finalement c'était, et ça reste effectivement, j'ai compris maintenant le mécanisme que c'est très égoïste. Pourquoi au moment où moi j'avais besoin de toi, où moi j'avais besoin de réponses, toi tu n'étais pas là? Pourquoi est-ce que tu reviens d'un coup comme une fleur et tu agis comme si rien ne s'était passé avant, tu vois? Tu agis comme si dans le passé rien ne s'était passé en fait, particulier. Regarde, je parlais avec un ami hier et on a eu des débats et donc ça m'a inspiré pour écrire des phrases. Mais attention, parce que là, on va partir dans des questions qui sont très loin. Mais j'aime trop moi, ce genre de questions. Si chaque choix que nous faisons crée une nouvelle réalité, sommes-nous vraiment libres ou simplement spectateurs d'infinies versions de nous-mêmes? Redis. Si chaque choix qu'on fait crée une nouvelle réalité. Ouais, ok. En gros, j'ouvre une porte. J'ai compris. Nouvelle réalité. Sommes-nous vraiment libres ou est-ce qu'on est simplement spectateurs d'infinies versions de nous-mêmes? C'est un long débat, ça. Ouais. Il y a aussi, si notre conscience est le seul prisme par lequel on expérimente la réalité, le fait d'être conscient, comment savoir si l'univers existerait encore sans quelqu'un pour l'observer? Après, tu dis que moi, je me torture avec des pourquoi. Là, on part sur une disserte de 1 heure, quoi, minimum. Non, mais en fait, dans le sens où ce que je veux te dire, c'est que c'est OK de se poser des questions existentielles. Par contre, dans ça, il y a aussi le truc hyper important de je suis conscient de moi. C'est tout. T'as juste besoin d'être conscient de toi. Et nous, on pense que, parce que y a ce truc, tu sais, de cogito ergo sum, je pense donc je suis. Non, faut finir la citation. Hein. Moi, si je devais la finir, j'ai pas la prétention, mais il y a une suite quand même. C'est pas juste je pense donc je suis, il faut que je sois conscient que je pense par moi-même et pas par rapport aux autres. Donc quand je me demande comment je me sens, ce que ça me fait, comment j'aurais réagi, comment moi je veux faire les choses dans ma vie, même si les autres ne le font pas. Ouais, moi, j'aurais pas fait ça. Ouais, mais devine quoi? C'est pas toi. C'est pas ton histoire. C'est pas le personnage principal. Donc, si ça te plaît pas, t'as juste pas à faire la même chose ou à ne pas t'entourer de personnes qui le font puisque nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. C'est tout. Juste t'entoure pas de personnes qui font ça. Juste ne t'entoure pas des gens qui font ça. T'aimes pas les gens qui mentent. Moi, j'aurais pas menti. Je comprends pas. Moi, je l'aurais pas fait. C'était pas lui. C'est quoi cette appartenance mal fondée de vouloir être les autres? T'aimes pas les gens qui mentent? Devine quoi? Déjà, mens pas. Hein? Sois en adéquation avec ce que tu défends. Et deuxièmement, t'entoures pas de personnes qui le font. Si ça te plaît pas, quitte la table et lève-toi. Lève-toi et quitte la table. Ouais. Tu vois? Fais en sorte que ce que tu veux soit en adéquation avec qui tu es. Parce que trop souvent, on projette sur l'autre. Mais nous, on se regarde pas. Hein. On se regarde pas beaucoup, nous. Bon, on regarde les autres. Ah, on adore. Mais c'est le propre de l'humain. Parce qu'on n'est pas... C'est ce que je disais, on n'est pas conscient qu'on existe et c'est grâce à l'autre que je prends conscience que je suis là. Si tu me parles pas là, si personne me parle,
Comment je prends conscience que je suis quand même là? Je l'oublie? Est-ce que moi, je vais m'oublier si personne ne me rappelle que j'existe? C'est pour ça qu'on a besoin des autres. Parce que c'est grâce aux autres qu'on prend conscience qu'on est là. Mais on n'est pas là grâce à eux. Juste si c'est un rappel. Tu comprends? C'est grâce à eux, c'est un rappel. Mais c'est pas grâce à eux qu'on existe. Tu existes par toi-même. Tu sais, tes citations, elles me font penser au livre des proverbes dans la Bible. Ah! C'est la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est percutant en fait à chaque fois. C'est des comment on appelle ça? C'est le livre des proverbes et c'est un recueil de plein de proverbes sur la vie. Trop bien. Et du coup, je me suis demandé si tu avais une relation à la foi en fait. Oula, c'est moi le débat. Ouais, Moi, je trouve que c'est fascinant. La spiritualité est fascinante. Et je pense qu'il faut être. On peut pas affirmer aujourd'hui, par A plus B, qu'il n'y a rien. Ouais. On a découvert 5% des océans, 10%, même pas. L'univers est en expansion constante. Comment moi, je peux arriver et dire non, il n'y a rien, il n'y a que nous. Ou il n'y a rien après la mort. Je sais pas, j'ai pas été, je suis pas revenue. Donc je peux pas. Pour l'instant, personne n'est revenu. Donc en fait, moi, j'aime pas les absolus qui consistent à dire il n'y a rien. Non, on peut pas, on n'a pas été là-bas. Donc on peut pas savoir, tu vois. Ouais. Il y a personne qui peut garantir par A plus B que c'est ça. Donc, je pars du principe que la spiritualité, c'est quand même un sujet très large. Moi, personnellement, je suis fascinée par les religions. Je trouve que les religions, c'est fascinant. Et quand je dis la religion, je prends la religion, pas l'homme, ce qu'il en fait. C'est des choses tellement différentes. D'accord. Je trouve que c'est des sujets fascinants. Et moi, je trouve que toutes les choses qui peuvent pousser les personnes à se poser des questions, à faire leur introspection, à être meilleures, c'est positif. On se bat beaucoup parce qu'on aimerait avoir raison, tu vois. Ouais. On commence le débat, on écoute les gens pour répondre et non pas pour comprendre, tu vois. Non, c'est ma religion à moi, non, c'est ma religion à moi. La religion qu'il est en train de faire le pousse à donner de l'argent, aider les gens financièrement ou peu importe comment ils aident, tu vois, qui sont dans le besoin. Sa religion le pousse à ne pas s'énerver quand il a envie de se mettre en colère. Sa religion le pousse à faire les choses... C'est cool, c'est bien. On s'en fiche après, c'est bien, c'est... good, tu vois, genre c'est une bonne chose les gars. Arrêtez de vous battre par orgueil parce que vous pensez que moi ce que je fais c'est mieux que toi. Pourquoi t'as besoin que les autres valident ce que t'es en train de faire? Ils croient pas la même chose que toi, mais dans les deux cas vous faites des choses positives, c'est bien. Non, parce que moi je crois à quelque chose, il faut que tout le monde croie à ce que je crois. Donc ta foi n'est pas très... Je partage ton analyse. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'est pas en train de te faire du mal à toi. Il tape pas à ta porte pour te forcer de faire quelque chose. Laisse-le si ça le rend heureux. Tant qu'il n'y a pas atteinte au bien commun ou à la vie de quelqu'un, tu vois. Je le dis, je le répète, tant que la vie de quelqu'un n'est pas mise en danger. Si les gens veulent croire que les arbres parlent et que ça les rend heureux d'avoir une connexion à la nature, qu'est-ce que ça te fait à toi? Pourquoi est-ce qu'on critique ou on juge les choix des autres? Ça change quelque chose au tien? Ça te rend pas meilleur en plus, hein. Laissez les gens croire ce qu'ils ont envie de croire, si ça leur fait du bien, si ça les rend meilleurs. Laissez-les. On a besoin de ça, mon Dieu. On a besoin de ça. Dans le monde dans lequel vous vivez, on a besoin de ça. Tu vois? Mais non, il faut que les gens croient comme moi je crois. Parce que moi, je vois les choses comme ça. Parce que moi, j'aurais pas fait ça. Quelle prétention on a quand même. Il y a une thématique aussi que je voulais aborder avec toi, parce que j'ai tellement de discussions avec mes potes, amis, filles en couple et d'autres potes. Déjà, la première question, c'est j'ai toujours eu tu sais, ce couple qui se dit constamment je t'aime, je t'aime, je t'aime, et quelques temps après, t'apprends ils sont plus ensemble en fait. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que quand les gens passent leur temps à essayer de se démontrer leur amour, est-ce que c'est pas là que c'est le plus fragile finalement? Ah. Les démonstrations d'amour sont géniales. Enfin, tu dois en avoir. Ouais. Mais moi, j'ai tellement de cas de figure dans mon entourage où quand on était en vacances, tu sais, ce couple, quand on est en vacances, ils sont tout le temps là en train de se relacer, en train de se faire des bisous, en train de se dire je t'aime. T'as l'impression d'assister au couple parfait. Et toi, tu regardes ton partenaire, t'es là, mais
Merde, peut-être qu'on fait pas bien les choses, on nous. fait pas bien les choses. Et puis quelques temps après, t'apprends qu'ils sont plus ensemble. Mais le nombre de fois où c'est arrivé dans mon entourage, c'est incroyable. Et je sais pas si toi t'as déjà eu une réflexion là-dessus ou si t'as déjà eu des cas de figure où est-ce que c'est révélateur de quelque chose. Je pense qu'il y a pas de science exacte. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont comme ça toute leur vie. Et tu sais jamais pourquoi vraiment quelqu'un est drivé par ce qu'il fait. Tu vois, il y a les idées reçues de se dire plus une personne va être jalouse ou va faire des commentaires, plus en fait c'est elle qui se fait pas confiance et c'est elle qui risque de tromper. Bon, il y a des idées reçues comme ça. Moi, je suis pas fan des trucs comme ça, un peu des codes où genre par exemple ils reviennent. J'aime pas les phrases comme ça. Là, je l'ai mis dans mon livre. Arrêtez avec ils reviennent tous. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec vos croyances Ils reviennent limitantes. tous. Tu vois, alors la phrase consiste à dire ouais, t'inquiète pas, ils reviennent tous, les ex reviennent toujours. Ah, d'accord. Et on grandit avec ces croyances limitantes. Mais déjà, est-ce que j'ai envie que tu reviennes dans ma vie? Déjà, on peut poser la vraie question de comment je me sens par rapport à ça? Ou alors me dire t'inquiète pas, il va revenir. Mais je veux peut-être pas qu'il revienne, mais je me concentre tellement sur l'autre que j'oublie de me demander ce que moi je veux. Dans ce que tu viens de dire, le point, moi, qui ressort pour moi le plus important, c'est, par exemple, quand tu as ton partenaire et que tu te regardes en mode « Mais non, on fait pas ça. » Ouais, mais qui on est, nous? Comment nous, on a envie d'être aimés? Comment est-ce que nous, on voit l'amour? Tant que nous, on est OK et qu'on s'aime de la bonne manière et qu'on définit bien nos besoins et nos attentes dans notre relation, et que moi, je t'ai dit comment je voulais être aimée, que tu m'as dit comment tu voulais être aimée. Si nous, on n'est pas calé je t'aime 8 fois par jour, c'est OK. On est qui on a envie d'être. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas révélateur de quelque chose quand les gens expriment... Quand ils enfoncent trop? Exactement. Quand ils en font trop. Parce que moi, j'ai pas de problème dans ma relation. Je sais très bien que, on est OK dans notre relation. Mais ce qui nous étonnait, même on a partagé cette réflexion, c'est putain, ce couple-là. Tu sais, quand tu reçois la nouvelle, non, on n'est plus ensemble. Et toi, t'es là, putain, mais ce couple-là, c'est... C'est vrai que ça revient beaucoup. Après, plus tu es dans la démonstration, et la démonstration qui ne nécessite pas forcément d'effort. Mais après, je veux pas que ce soit une idée reçue de oui, c'est comme ça, donc demain je suis avec quelqu'un, s'il me montre trop son amour, c'est que c'est pas bon. Non, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que ça revient quand c'est un peu trop. On a l'impression que c'est surjoué, que les fondations ne sont pas bonnes, comme si on essayait de se rassurer de quelque chose dont on n'était pas sûr. Mais en même temps, j'aime pas les idées reçues. C'est pas, ça fait pas office de vérité absolue, tu vois. En mode non, c'est comme ça. Si j'ai ça dans ma relation, ça veut dire que c'est faux. Non. Par contre, oui, méfiez-vous des personnes qui vous aiment trop vite, trop fort d'un coup. Ça, c'est sûr. On évite le love bombing si on peut dans sa vie. Ah ouais. Tu vois. Tu peux pas arriver où tu me connais au bout de 15 jours et me sortir des grandes phrases, des grandes déclarations, des grands surnoms, des grands projets. Tu me connais pas. Putain, tu me lances sur un truc là. Donc méfiez-vous quand même de ça. T'as dit quoi? C'est quoi l'expression que t'as utilisée? Le love bombing. Il y a un autre truc, c'est l'évidence, qui revient souvent avec... C'était évident? Non, j'ai une pote qui me répète tout le temps, je suis à la recherche de l'évidence. Ah ben. C'est pour elle, l'amour doit surgir comme une évidence. Et quand elle va voir la personne, évidence. Bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai mis les lunettes. J'aime, ça me fait penser à la rêve. I'm gonna hold your hand when I'm gonna say this. Okay. Je vais te tenir la main quand je vais le dire. Alors, ça, c'est des disputes en coaching tout le temps. Mais putain, mais je suis tellement content de t'avoir parce que le nombre de fois j'ai eu ce genre de discussion. Alors, l'évidence. L'évidence de quoi? Moi, je suis désolée. On va pas aimer ce que je vais dire. Vous êtes censé être en mesure de dire pourquoi vous aimez quelqu'un. Pourquoi vous êtes avec quelqu'un et pourquoi vous n'êtes pas avec une autre personne. Parce que dire, je sais pas, c'est... Tu vois? Non, je vois pas. Moi, je peux m'asseoir et te dire, je t'aime parce que tu me considères, parce que tu me respectes, parce que tu m'écoutes, parce que tu m'aides, parce que tu me soutiens, parce que tu fais attention à moi, parce que tu me fais plaisir, parce que tu m'apaises, parce qu'avec toi, je dors. Je peux te dire pourquoi je t'aime. Généralement, les amis, quand vous êtes dans une relation et que vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous aimez quelqu'un, c'est pas bon signe. Après, ça ne veut pas dire que, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Maintenant, les personnes qui sont à la recherche de l'évidence, attention, parce que vous êtes à la recherche des papillons dans le ventre la personne qui va me couper le souffle. Et je l'ai mis dans mon livre. On s'arrête beaucoup sur, on essaie de trouver la personne qui va nous couper le souffle et on oublie de se demander ce qui nous rappelle de respirer. Tu veux pas plutôt t'intéresser aux personnes qui régulent ton système nerveux? Qui te permettent de bien dormir la nuit, pas celui qui te tient éveillé, celui qui te fait bien dormir.
C'est ça aussi qui est important. On place le curseur sur mais on peut pas nous en vouloir en tant que femme. On a grandi dans une société qui nous a vendu le prince charmant. Nous, on a grandi avec des... Attends. On a quand même grandi avec des princesses. Une princesse qui a vendu sa voix pour avoir des jambes, pour suivre un mec, premièrement. On a grandi avec une princesse... Attends. Qui s'est transformée physiquement pour aller draguer le prince dans un château et finalement elle est Cendrillon. Enfin, tu vois, on a grandi avec une autre princesse qui s'est fait enfermer par une bête sauvage. Laisse tomber. Et qui a eu le syndrome de Stockholm. Attends. Non mais les gars, réveillez-vous. On a eu une princesse qui a été enfermée dans une tour avec un dragon et c'est un orc qui est venu... Oh, on se réveille. Donc tu vois, on a grandi déjà nous avec cette idée du prince charmant qui arrive sur son cheval blanc et ça doit être... Oh, voilà. On doit être sauvés. Les femmes, on a grandi avec cette idée d'être sauvées. Tout, dans notre univers, nous fait qu'on doit... Alors que, non, il n'y a pas à être sauvé. On n'a pas à être sauvé. Donc, on a grandi déjà avec ce sacrifice de l'amour, ça doit être fort, ça doit être grand, ça doit être puissant. Mais c'est pas comme ça que l'amour. L'amour, ça se construit. Ce que toi, tu décris, ce que ton ami décrit, c'est un état émotionnel qui ne dure pas. Tu peux voir quelqu'un et ressentir quelque chose. Mais c'est pas parce que tu ressens quelque chose de fort que ça veut dire que tu vas être dans une relation super. Ça se saurait, hein. Mais je suis désolée, je vais partir sur un sujet. C'est pas très beau, mais combien de personnes sont mortes par amour ? Parce qu'on les aimait. Et on les aimait beaucoup trop. Donc attention. Avec cette espèce de... Je veux ressentir le truc. Je suis d'accord qu'il faut avoir une connexion avec quelqu'un. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un juste parce que c'est une personne saine. Non, il faut quand même qu'il y ait des atomes, tu vois, qu'il se passe quelque chose entre vous. Mais ça peut pas être ton seul facteur de décision. Parce que en étant drivé comme ça dans ta vie, tu risques d'attirer les manipulateurs, très sincèrement. Et le love bombing, alors il va te le donner. Hein. Pendant 3 mois, ça va être fantastique. Mais ça va pas durer longtemps. Donc, fais attention par quoi tu es animé et dis-toi surtout, ok, j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, mais le plus important, c'est qu'on me considère, qu'on me traite à ma juste valeur et qu'on me respecte. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce dont j'ai besoin. Ce que je veux, c'est mon feu d'artifice. Ok, mais j'en ai pas besoin. Tu vois ? Faut pas laisser sa dopamine définir ce qui est bon pour nous. Ouais. Donc, petit warning à ton ami, attention avec ça. Et autre point, est-ce que c'est plus dur pour une femme passer la trentaine, allez, prenons un chiffre, de trouver l'amour? Est-ce que c'est plus compliqué? Surtout, au-delà, cette question, elle est très vague, mais je vais te préciser encore plus. Surtout quand tu es une femme indépendante, avec du caractère, avec... j'ai cette réflexion avec une pote qui est célibataire actuellement et qui a une personnalité extraordinaire. Je la surkiffe. Mais elle a l'impression que comme elle a pas un fort caractère, mais une présence, tu sais, qu'elle est là. Enfin, elle le subit pas les choses. Elle sait ce qu'elle veut, tu vois. Des fois, elle a l'impression de prendre trop de place dans les relations en fait dans lesquelles elle entre. Elle a l'impression de faire peur aux mecs. Elle a l'impression de faire peur aux mecs de manière générale, tout simplement. Qu'est-ce que t'aurais à lui dire, par exemple, toi en tant que coach? Est-ce que toi tu laisses de la place? Moi, je laisse pas de place. Est-ce qu'elle laisse de la place aux autres? Parce que y a un non, point... mais moi je laisse pas dans le sens où moi je ne changerais pas. J'irais pas dans une relation. Moi, si c'était ma réponse, j'irais pas dans ce genre de relation. Mais c'est quoi ta question? J'irais pas avec quelqu'un qui est indépendante, etc. Bah, totalement. Pourquoi j'irais pas avec quelqu'un qui est indépendant? Au contraire, t'irais, t'as dit moi j'irais pas. Ouais. Non, je suis mal exprimé. Bien sûr que si. Moi, je surkiffe ce genre de profil. Mais elle, dans sa situation, elle a l'impression que, à cause de sa personnalité, à cause de son indépendance, à cause du fait qu'elle, c'est que des points positifs qu'en fait, qu'elle te transforme en fait en points négatifs. Non, faut creuser, hein. On attire qui on est. On attire qui on est. On attire qui on est. D'accord. Faut creuser, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu es tous ces points-là qui sont positifs et pourtant tu attires des personnes, généralement, peut-être pas dans une énergie, peut-être pas des personnes qui savent réguler leurs émotions ou des personnes qui se sentent attaquées par toi ou un peu jugées ou tu vois, où l'ego est fragilisé,
Il faut se poser des questions. On attire qui on est. Avant de se dire je prends trop de place, est-ce que moi, je suis dans une énergie où je sais laisser la place à l'autre? Est-ce que moi, déjà, je sais le faire? On regarde pas les autres, on regarde soi. Est-ce que moi, j'accepte d'être drivée par quelqu'un de temps en temps, ou alors j'ai toujours, non mais écoute, je sais comment il faut faire, j'ai toujours fait toute ma vie. Est-ce que je suis encore en mode survie là dans ce qu'on appelle, tu sais, les femmes qui hustle, on dit, tu vois. Est-ce que moi je suis toujours dans la bonne énergie ou je suis toujours en mode survie là? J'ai déposé les armes ou je les ai encore les armes? Je suis toujours en guerre ou je suis plus en guerre? Il faut être conscient de soi, tu vois. Maintenant, le deuxième point hyper important, c'est que indépendamment de qui on attire qui on est, il y a ce truc qu'il faut savoir que les hommes et les femmes, on est différents. J'apprends rien à personne, tu vois. Donc, un homme, pour être épanoui, il a besoin de servir à quelque chose. Quand une femme arrive et elle est indépendante émotionnellement, financièrement, dans sa vie, socialement, moi, il peut se dire, mais je lui apporte quoi, moi? Parce que moi, pour pouvoir être épanoui... qu'on a besoin... Oui, c'est votre besoin physiologique. Okay. Vous avez besoin de servir à quelque chose. Si vous servez à quelque chose, vous fournissez des efforts et votre intérêt grandit. Le jour où on vous laisse plus de place pour servir à quelque chose, l'intérêt diminue. Et vous fonctionnez sous le système de la méritocratie. Ça veut dire que un homme, si une femme fait tout pour lui et qu'elle pense qu'il va se dire « Elle est géniale, ma femme, elle fait tout pour moi ». Non, si elle le fait, c'est que j'ai forcément fait quelque chose qui a fait que je le mérite. Et c'est beaucoup l'erreur que font les mamans. Les mamans créent des garçons comme ça où elles font tout pour leurs enfants. Après, elles disent « Mon fils est ingrat, il me le rend pas ». Oui, parce que ton fils fonctionne sous le système de la méritocratie. Parce qu'émotionnellement, vous êtes moins développés que les femmes. Alors que nous, qui avons un lobe frontal plus développé, une femme, quand elle a plus cette considération, tu sais, de dire « Oh, bah, il a pris des fleurs en rentrant du travail alors qu'il a fini à 18h30, il pleuvait, il aurait pu ne pas le faire, mais il l'a fait. » Tu vois? On a cette considération que les hommes n'ont pas, non pas parce qu'ils sont mauvais. On est différents émotionnellement, on est plus développés émotionnellement, mais plus développés aussi, plus irréguliers, les femmes, faut être honnête, tu vois. Et donc, il y a déjà ce rapport très important à prendre en compte, c'est connaissez le sexe opposé. Ouais. On veut pas. C'est vrai, on connaît pas l'autre. Les femmes, on sait pas comment fonctionnent les hommes, et les hommes ne savent pas comment fonctionnent les hommes. Les hommes voient les femmes comme des menaces quand elles parlent, par exemple, de leurs hormones et tout. Ouh là là, va me demander de faire des trucs pour elle. Et les femmes, non, j'ai pas à lui dire, ça devrait être logique. Si, même, il devrait le savoir. Non! On n'est pas pareil. On n'est pas les mêmes personnes. On ne fonctionne pas de la même manière. Donc ça, c'est un point hyper important à prendre en compte. Connaissez le sexe opposé. Comment fonctionne l'autre? Tu peux pas être dans une relation avec quelqu'un avec une bonne énergie si tu sais pas comment l'autre fonctionne. En fait, on attire qui on est. D'accord. Donc, quand tu te dis, OK, je suis indépendante dans ma vie, je gère mon entreprise, j'ai travaillé sur moi, j'ai tout bon, et pourtant, j'attire les mêmes profils. Je suis dans un schéma. Ouais. Je suis désolée de t'annoncer que c'est pas l'autre. C'est toi. Il y a un truc en toi que t'as pas débloqué. Il y a un truc en toi que t'as pas fait. Que tu penses ne pas être un problème et en réalité qu'il l'est. Mais il y a forcément quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose de sous-jacent. Si on attire le même type de profil dans notre vie, il faut se poser des questions. Ouais, il y a souvent ça aussi qui revient. Et généralement, les femmes indépendantes attirent des profils, ou les hommes indépendants, surtout les femmes indépendantes, vont attirer des profils d'hommes pas accomplis, ou des personnes qui vont beaucoup être des profils généralement très possessifs, très jaloux, qui n'entreprennent pas, qui ont du mal à réguler leurs émotions, qui lui fait croire que c'est toujours sa faute. Des gens émotionnellement très, très immatures. Mais pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu attires des personnes que tu vas devoir materner? Ça soigne quoi en toi? Ça réveille quoi en toi? Ça annonce quoi en toi, tu vois? Un besoin d'exister, peut-être. Bah ouais, quand t'es rentré dans cette indépendance, est-ce que t'es pas plutôt dans l'hyper-indépendance? Tu t'es posé la question que t'es pas peut-être allé trop loin? Parce que, attention, hein, les femmes, pour être épanouies, on a besoin de quelqu'un qui réduise notre charge émotionnelle, notre charge mentale. Quand tu t'occupes que de toi tout le temps, ta charge mentale, elle est à combien? Tu t'es posé la question sur 10, t'étais à combien? Parce que si elle est très élevée, t'es pas dans la bonne énergie pour une femme. Donc ouais, tu vas attirer des hommes qui vont te rappeler que t'es pas dans la bonne énergie et qui vont te forcer à rester dans ce mode de survie que t'as créé. Et donc, ils vont te conforter dans ce que tu connais, mais quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Je dois tout faire toute seule. C'est la preuve. Tu vois, je dois tout faire toute seule. Il y a personne qui peut m'aider à part moi-même. Mais t'attires des personnes qui confirment ça. Donc, ça nourrit un truc en toi. Parce que tu veux peut-être pas sortir de ça, peut-être que ça te fait peur. Tu vois? C'est grave intéressant. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les autres, ça a tout à voir avec nous. Hein. Ça, c'est indéniable. Oui, en vrai, j'ai l'impression que tout revient à nous, en fait. Parce que toutes les réflexions qu'on a eues, à partir du moment où tu l'acceptes, en fait, bon, je vais parler de moi puisque c'est la personne que je connais le mieux.
Enfin, je pense. Exactement. Mais oui, effectivement, tu vois, avec cette discussion, je me rends compte que à chaque fois que j'ai compris que le problème venait de moi, et ben très vite, je suis passé à autre chose et très vite, j'ai pu avancer en fait. Mais à chaque fois que j'ai rebalancé la faute sur quelqu'un d'autre, effectivement, là, c'était Pose-toi plus la question de compliqué. pourquoi tu le fais. Ouais, Pourquoi c'est plus facile quand c'est la faute de l'autre, quand c'est la mienne. ouais. On pense souvent que une rupture amoureuse, par exemple, ou une rupture amicale fait énormément de mal. Mmh. Essayez de guérir de votre propre culpabilité pour voir. Ouais. Et là, tu vas voir c'est quoi la douleur avec un grand D. Mmh. Et parce que quand c'est, tu sais, c'est facile. Même si, attention, les ruptures sont difficiles, le deuil est Mmh. difficile, mais il m'a fait ça. Mmh. Elle m'a trompée. Elle m'a blessée. Ouais. Il est parti. Mais je suis restée. Mmh. J'ai permis. J'ai toléré. Ouf. C'est plus dur. Bah, il n'y a personne à blâmer. C'est moi. Mmh. Faut que je me regarde moi-même dans le miroir. Oh là là, j'ai pas envie de le faire. Donc c'est l'autre. Parce que je veux pas. Tu vois, Mmh. tous pareil, j'ai pas envie. Non, je veux pas me. On n'est pas prêt à se retrouver avec soi-même. C'est pour ça qu'on est dans les pourquoi plutôt que dans les comment. Mais bon, tu peux pas espérer dans ta vie savoir dire non aux autres ou savoir fixer des limites si tu t'es pas éduqué toi-même. Mmh. Avant d'être dans un sentiment de frustration, que l'autre soit frustré de ce que tu lui dis, il faut que tu apprennes à te frustrer toi-même. Hein. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre qu'il y a dans ton œil. Exactement. On en revient. Mais tu vois, mais c'est vrai. On sait pas c'est quoi d'être frustré, on sait pas se dire non, mais on pense qu'on peut arriver et dire mais moi je vais dire non, mais je vais aller dans cette relation et puis le jour où ça se passe pas bien, je dirai non. Mais tu vas pas le faire parce que tu sais pas ce que ça fait de dire non. Mmh. Tu te l'es pas fait à toi-même. T'as pas su un jour quand il y avait un décalage entre qui tu étais et ce que tu voulais dire ah mais ouais mais ça va pas ensemble les deux donc non, je vais pas le faire parce que c'est pas bon pour moi. J'en ai envie. Ouais mais non. C'est pas bon. Ça va rien m'apporter. Donc je le fais pas, je me dis non. Si on sait pas le faire avec soi-même, on peut pas le faire avec les autres. Ça, c'est pas possible. Ouais, très, très, très intéressant. Est-ce que, c'est quoi là du coup, les gens te consultent un peu comme un médecin, en fait. Ah quoi? Comme un médecin, en fait. C'est un peu, est-ce que t'as déjà eu, c'est quoi l'anecdote la plus folle qui t'est arrivée si je peux appeler ça une consultation ou, en coaching? Alors, je fais pas, moi, même si ça reste anonyme, je ne parle jamais des séances de coaching que j'ai. Pourquoi? Parce que la Mmh. personne dont je parle sait que je parle d'elle. Ah d'accord, Et c'est assez suffisant pour moi pour pas le faire. d'accord. Mais un truc drôle, bon, j'ai déjà eu des personnes qui ont pris des séances de coaching, mais qui ont pensé qu'on était sur Mythique, quoi. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais non. Ben oui, on peut pas faire ça. Eh oui. Ça doit être gênant de fou, ça. C'est inconfortable, c'est drôle après. Ouais, Il faut désamorcer le truc, il faut en rire et puis toi, comment tu le gères ouais, je vois après, bien. voilà. Mais bon, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut surtout pas faire ça, non. Mais en vrai, c'est très drôle en soi, Ouais. c'est bon joueur. Enfin, tu vois, voilà, ça me fait rire plus qu'autre chose. Mais sinon, non, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas de problème. Déjà, les personnes avec qui je travaille sont déjà dans une démarche d'aller mieux et de vouloir travailler sur eux, tu vois. Donc, on est Mmh. déjà dans une bonne énergie. La vibe, elle est déjà positive. Ils choisissent de faire cette démarche, tu vois. Et j'aimerais qu'on arrête de diaboliser ou de se moquer des gens qui osent demander de l'aide, parce qu'en réalité, On se moque des gens qui bien sûr, hein, c'est demandent? extrêmement... Bah oui, dans la société. Là encore, quand même, on le dédiabolise, mais pendant très longtemps, si tu voyais un psychologue et tout, c'est que Oui, t'étais dans fou, ce cas, dans quoi. ce sens-là, OK. Tu vois, c'est que Oui. t'as un problème, c'est que t'es pas normal, alors que tout le monde devrait faire une thérapie. Moi, Ah je non, vous l'ai ouais. dit, les gars. Et celui qui dit j'en ai pas besoin, c'est celui qui en a besoin. Ouais. Tout le monde devrait faire une thérapie. Tout le monde Non, devrait travailler sur soi au moins une fois. on en Tu vois. parlait avec un pote humoriste, justement, parce il y avait un vrai tabou qui commence à tomber maintenant dans la communauté afro, c'est le fait de consulter un psy, tu vois. Ouais, c'est que t'as un problème. Exactement, c'était vu comme une faiblesse en fait. Bien sûr. Oui, effectivement, oui, tu pouvais être sujet à, je sais pas si de moquerie directe, mais en tout cas, on allait te T'es te bizarre. critiquer ou te dire que T'es tu es bizarre, faible. t'as un Enfin, ouais, problème, t'as un t'es problème. faible. Ouais. Ou alors Ouais. que je suis faible parce que je prends conscience de mes émotions. Mmh. J'ai C'est une besoin d'aide, tout force. simplement. Non, mais c'est pas de la faiblesse. Il faut arrêter avec ça. C'est une force. Mmh. Celui qui n'est pas conscient de qui il est, et de ce qu'il ressent et qui n'arrive pas à réguler ses émotions, ça, c'est de la faiblesse. Mmh. C'est pas une force. Et quand toi, t'en prends conscience, parce que tu l'as fait toi-même, tu vois, tu l'as dit, c'est tellement dur quand je dois m'éduquer. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de fou. C'est grave dur. C'est la chose la plus difficile à faire, de se dire, tais-toi
Mmh. Ne dis pas Et ça. laisse. Tais-toi. Tu vois, le chut, tais-toi, ça te regarde pas. Oh mon Dieu. Alors que t'as envie de... Non, chut. Quand tu t'éduques comme ça, et ben en fait, les gens qui ne le font pas, oui, je suis attirée par les relations toxiques, ouais, mais crois-moi que si tu savais te dire non à toi, hein, une personne qui fait pas le faire, tu la verrais pas comme waouh, tu verrais ça comme non, je veux pas ça dans ma vie. Non, non, non. T'es là, tu t'énerves pour une place de parking, t'as tout cassé parce que t'as pas trouvé de place, non. Non, c'est pas du tout viril, désolé. C'est un réel problème. Bah oui, tu vois, c'est même limite un peu... Ah, je vais pas être waouh. Non, non. Tu sais pas réguler tes émotions? T'as 30 ans. Je vais pas être... Tu vois, donc en fait, t'es plus attiré par la toxicité. Parce que tu te dis, mais il y a rien de bien en ça. Mais, faut le faire déjà avec toi. Il y a qu'une personne qui sait quel goût a la salade César pour pouvoir donner un avis. Tu vois? Goûter la salade César. Bah ouais. Là, tu peux pas donner un avis. Tu sais pas ça a quel goût. Tu sais pas, t'as pas goûté. Tu peux pas savoir. Donc, faut passer par là, faut traverser sa petite tempête. Il sort quand ton livre? La quinzaine de janvier. Ouais, quinzaine de janvier, là. Ça a pris un peu de retard, pardon à tout le monde. Cœur. Mais il y a eu les fêtes et tout. Après, ça a pris du retard aussi à cause de moi. Comme j'étais très malade, j'ai pas envoyé les validations. C'est de ma faute. Mais à coup pas. Mais là, c'est un livre physique, hein, on est d'accord, cette fois-ci. Ouais. C'est un livre qui est très... Que t'as imprimé toi-même à ton taf. C'est un livre qui est très... que je n'aurais jamais fait si, encore une fois, les gens qui m'entourent ne m'avaient pas poussé à le faire. C'est un livre c'est personnel et en même temps non, parce que je parle pas que de moi, je parle un peu de tout le monde, tu vois. Mais c'est un livre qui est très sincèrement très dur. Très dur. À lire. À lire, c'est vrai? Je pense que si la personne, elle tombe dessus quand elle vient de vivre une rupture, ouf. Mais... C'est sur ta vie? Non, en fait, donc on a une personnage principale qui traverse une rupture. Donc le livre commence quand c'est fini, je ne t'aime plus. C'est un roman. Comme ça. Non, c'est pas un roman. Ok, d'accord. C'est un peu de tout. Okay. Et donc en fait, elle commence et on est littéralement entre la discussion entre le cœur et l'esprit. Plus j'apporte mon analyse. Une analyse, tu vois, vraiment très pragmatique et tout. Mais en gros, elle tient un journal de bord. C'est littéralement un journal de bord par les phases. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire parler les émotions. Donc, on a tristesse, déni, anxiété, la colère. La colère prend beaucoup de place dans le livre, mais en même temps, c'est une des émotions les plus importantes, tu vois. Ouais. L'ego, le potentiel, voilà, jusqu'à l'acceptation, jusqu'à qu'elle sorte de pourquoi il m'a fait ça, à comment je me sens par rapport à ça et où ça me ramène. Donc, tu vois, on est dans pourquoi il est parti, machin. Attends, mais pourquoi déjà moi j'ai permis qu'il... Ça a réveillé quoi en moi, ça a trigger quoi en moi. Donc, elle finit en enfance, indéniablement. Ouais. Donc, c'est vraiment le cheminement par lequel on passe quand on vit un deuil. Génial. Tu vois. Et donc, disponible à bientôt, partout. Ouais. Ah c'est ton premier livre physique. Ouais. Génial. Et je l'ai fait. Ouais, c'est ouf. Tu vois. C'est tout. C'est full circle. Je peux me dire, je l'ai fait. Génial. Demain, à 85 ans, si je vis assez longtemps, je pourrais me dire, je l'ai fait. Ça a été le processus d'écriture. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. Mais même moi, dans mon taf, à chaque fois que je suis face à mon ordi, et je te parlais de distraction tout à l'heure, c'est écrire un livre. J'espère pouvoir dire un jour aussi j'ai fait, tu vois. Ouais. Mais c'est une torture en vrai. C'est une torture. Bah en fait, il y a un mec qui disait c'est écrire un livre, c'est juste mets-toi devant ton écran et saigne. Le mec dit clairement. C'est horrible des fois, mais j'ai des phases où au contraire ça vient très vite. Exactement. Et des phases où en fait, tu sais ce qui a été très beau avec ce livre, c'est que il est arrivé à un moment donné dans ma vie ou dans ma vie personnelle aussi, je devais un peu faire des petites mises à jour, tu vois. Ouais. Update, Jade. Et en fait, à un moment donné, j'ai bloqué parce que j'y étais pas déjà moi émotionnellement à ce moment-là. Donc, j'arrivais pas à écrire. Gros blocage, je me suis dit, j'arrive pas parce qu'en fait, émotionnellement, j'étais pas arrivée à ce stade-là. Donc, ça a vraiment été une forme de thérapie aussi, vraiment une thérapie. Hein. Mais très dur d'écrire un livre. Oh mon Dieu, waouh, la pression. Les deadlines, même si franchement la maison d'édition avec qui je suis sont géniaux, ils me suivent à 100% et ils me laissent carte blanche, mais le fait de se dire c'est mes mots quoi. Ouais. Et tu vends tes mots aux gens, mais tes mots, lesquels mots là, on parle de quels mots? Bah ton livre quoi, c'est MOTS, tu vois, les gens achètent ce que tu dis toi, donc ils accordent de la valeur à ça, déjà c'est énorme, c'est waouh. Et écrire un livre ça rend fou, hein, je vous le dis, hein.
moi, ce livre-là, tu sais que je devais faire des pauses et partir en vacances parce que quand t'écris sur la tristesse... Ouais, ça te met dans un état t'es dedans. émotionnel. Ouais, t'es dedans. Et là, je me dis, attends, Jade, tu vas bien. Tiens, genre, limite, je ressens des émotions. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là, les gars? Tu vois, parce qu'en fait, tu rentres dedans, en fait. Donc, ouais, ça dépend ce que t'écris. Mais un livre comme ça, Voilà, j'avais des moments où j'avais besoin, ok, faut que je sorte, faut que je me change les idées parce que là, je suis dans un mood pas très bon. Mais c'est normal parce que tu te plonges à l'intérieur. Et donc, tu le revis et le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Hein. Donc, lui, t'es à fond dans la colère, il est à fond dans la colère avec toi et on est dans la colère, tu vois. Mais c'est très compliqué. Mais je suis contente. Je suis fière de moi. Voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Donc, je suis très contente. Je suis contente d'avoir été au bout. Je l'ai fait. Je l'ai fait. T'as tout compris. C'est mon mindset. C'est ça qui me drive dans la vie. Je l'ai fait. Ça vend, ça se vend pas. Je l'ai fait. Je préférais que les gens l'apprécient quand même et qu'ils disent pas que c'est de la merde, c'est quand même mieux. Mais on peut pas plaire à tout le monde et je me suis pas encore posé la question de les critiques, Jade. Parce que moi, j'ai pas de mal avec les critiques constructives, mais je me dis par exemple si on dit « Oh, tout ça pour ça », oh mon cœur, ça me ferait trop mal. Mais en réalité, non, chacun... Les lis pas les commentaires. Les commentaires et tout. Je dis ça, moi j'arrive au début de ma carrière, entre guillemets, je lisais quasiment pas les commentaires et je m'en foutais. Et maintenant, des fois, de temps en temps, je me retrouve dessus et en vrai, ça te pique très vite, les commentaires. Mais l'idéal serait parce que franchement, de regarder que les bons commentaires, en fait. Et surtout que 99% des commentaires sont bons en règle générale. C'est vrai. On va se focaliser sur celui qui, toujours. Qui relou. Mais, j'essaie, en fait, il faut être confortable avec le sentiment d'inconfort. Donc, ok, il aime pas. Il a le droit. Next, il aime pas. Mais pourquoi il vient sur ma page pour mettre un commentaire? Pourquoi? Parce que c'est facile. Ah oui, je sais que c'est facile. Mais moi, tu sais, toutes les altercations sur les réseaux sociaux que j'ai eues avec des personnes qui n'étaient pas forcément très sympas, je me suis jamais énervée. Et ce que j'admire, c'est que ça a toujours été des personnes qui, au final, m'ont dit désolé. Ouais. Ça avait rien à voir avec toi. Phase compliquée, c'est pas grave, c'est cool. Tu vois, je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est lourd ça. Tellement beau parce qu'en réalité, personne n'est méchant. Ouais. Et juste des personnes qui ont géré plus difficilement des choses que d'autres. Moi, je réponds souvent avec bienveillance et genre amour, genre vraiment. Genre Love to love. Genre mais vraiment, mais exprès genre pour tu me balances de la haine, tiens, prends de l'amour et et après laisse-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire. Et souvent les gens ils te répondent gentiment. Ouais, je suis désolé ou des fois tu as l'impression tu lis, ça m'est souvent arrivé, tu lis un commentaire, toi tu l'interprètes d'une certaine manière, tu as l'impression que la personne a été enfin, de toute manière, tu l'interprètes même pas, tu le lis et c'est méchant de toute manière. Et je réponds à la personne. Et quand la personne voit une réponse, voit que j'ai pris le temps de répondre, la personne redescend très vite et me raconte en fait la réalité de son message. En fait, ce que je disais là, c'était juste pour ça. Non, t'inquiète pas. Et finalement, tu te rends compte que c'est une personne qui te suit, qui a juste décidé aujourd'hui de te mettre un sale commentaire. Mais quand elle voit que tu prends le temps de lui répondre... Se dissocier émotionnellement des gens, ça change ta vie. T'arrêtes de tout prendre personnellement, t'arrêtes, tu vois. Oui, vous m'avez dépassé. Pardon. Exactement. Tu peux dire, je vous ai pas dépassé, moi, je vous ai pas vu en même temps. Ça va, vous énervez pas? Non. L'effet, c'est quoi? Je t'ai dépassé. Pardon. Et dans cette situation où la personne est énervée et que tu lui envoies un sentiment contraire, ça le déstabilise de malade. Parce que tu le renvoies à sa responsabilité. Écoute, merci d'être venu jusqu'à moi, Jade. Avec grand plaisir. Super belle discussion. Et ça m'étonne pas. Je savais qu'on allait avoir une discussion de qualité avec toi. T'es la bienvenue quand tu veux. Ça me fait très plaisir.